jour, je suis rentrée chez moi et j'ai entendu des rires venant du salon. Des rires étranges, aigus, déplacés. Des rires qui n'avaient pas leur place dans cette maison que j'avais moi-même construite, brique par brique, il y a plus de 30 ans. Au début, j'ai cru que Laurent était rentré du travail plus tôt et avait ramené des amis. Mais dès que j'ai traversé le couloir, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Ces voix n'avaient rien à voir, ni avec lui, ni avec moi. Avant de poursuivre, merci de nous indiquer en commentaire la ville ou le pays depuis lequel vous nous regardez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Ce n'est que le premier rebondissement d'une histoire qui vous surprendra. J'ai laissé mon sac sur le buffet. Mes mains tremblèrent légèrement, non pas de peur, mais d'un vieux malaise, une sorte de prémonition qui s'annonce dans ma poitrine avant même que la raison puisse trouver les mots. La maison avait changé. Le parfum de l'encens à la lavande que j'allumais chaque après-midi avait laissé place à un parfum artificiel et coûteux. Un rire de femme résonna de nouveau, accompagné d'une voix d'homme. Je suis entrée lentement dans le salon, chaque pas faisant craquer les planches de bois massif que j'avais choisies et payées au prix d'années de travail et de sacrifices. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vue. Claire, ma belle-fille, était près de la fenêtre, arborant un large sourire et des gestes qui laissaient deviner qu'elle dominait la pièce. Elle portait un chemisier de soie bleue et discutait avec animation avec un homme en costume gris et cravate sombre. Il tenait son téléphone portable et prenait des photos de tout. Les murs, le plafond, même l'étagère où je garde les photos de mon mariage et de la naissance de Laurent. Ces finitions sont d'origine, dit-elle, comme une experte. L'éclairage est magnifique et le jardin est ensoleillé toute la journée. Un véritable bijou à Aix-en-Provence. L'homme hocha la tête en griffonnant quelque chose dans un carnet. « Et combien en demandez-vous » demanda-t-il. Claire répondit sans hésiter, d'un ton professionnel qui me donna la nausée. 4 800 000 €. C'est un prix raisonnable, compte tenu de l'emplacement et de la superficie du terrain. Je suis restée là, à observer la scène. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, et un souvenir m'a traversé l'esprit. Le jour où j'ai signé les papiers de cette maison, la sueur sur mes paumes, le sentiment de victoire. Et voilà qu'elle était là, une intruse dans ma propre histoire, vendant tout ce que j'avais construit comme si c'était le sien. Le montant exact, le chiffre qui figurait uniquement dans mes documents, précieusement conservés dans un tiroir de ma chambre. C'est à ce moment-là qu'elle m'a vue. Nos regards se sont croisés. Et pendant cette brève seconde, le monde a semblé s'arrêter. Son sourire s'estompa, mais pas par gêne. Il y avait du calcul dans son regard. Évaluation, stratégie. Il lui fallut un instant pour adapter son ton. « Oh, belle-mère » dit-elle d'une voix douce. « Je ne vous avais pas entendu arriver. Quel plaisir de vous revoir. » L'agent immobilier se retourna surpris. « Bonjour madame, je suis Étienne Moreau. Je suis venu voir la propriété. » Ah, le mot « propriété » résonnait en moi comme un blasphème. « Vous voyez ma propriété » ai-je demandé d'une voix froide et contrôlée. Claire laissa échapper un rire nerveux, essayant de garder son sang-froid. Je voulais juste explorer les possibilités, vous savez. Cette maison est trop grande pour une seule personne. J'ai pensé qu'il serait plus judicieux de la vendre et de partager le produit de la vente entre nous tous. Parmi nous tous. Elle a dit ça comme si elle en avait le droit, comme si les années de travail, les nuits blanches, les factures que j'ai payées et les fondations que j'ai posées pouvaient être redistribuées comme de la monnaie à la boulangerie. Le courtier toussa, gêné. Claire détourna le regard, mais avant qu'elle puisse dire un autre mot, je répondis avec un calme qui sembla figer l'air dans la pièce. « Alors, Claire, tu penses que j'ai déjà vécu ma vie, n'est-ce pas ?» Elle cligna des yeux, surprise. « Je voulais juste dire que... Sachez que, même si vous pensez que le temps m'a affaibli, il m'a seulement appris à voir plus clairement qui se trouve devant moi. » Le courtier rangea précipitamment son carnet, réalisant qu'il n'y avait plus aucune transaction à conclure. Je me suis tournée vers lui. « Monsieur Étienne, je suis désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Cette maison n'est pas à vendre. Elle ne l'a jamais été, et quiconque prétend le contraire n'a pas le droit de parler en mon nom. » Il hocha rapidement la tête et dit au revoir.
visiblement mal à l'aise. Claire a essayé de l'arrêter, mais il était trop tard. La porte claqua et le silence qui suivit fut dense, presque absolu. Claire me regarda, les yeux pétillants. « Comment osez-vous m'humilier ainsi? J'essayais seulement d'aider. Cette maison est vieille, pleine de fuites, et Laurent... » « Toi et Laurent, vous vivez ici parce que je le permets, » ai-je interrompu, sans élever la voix. « Ils mangent ma nourriture, dorment sous mon toit, et maintenant ils essaient de vendre ce qui ne leur appartient pas. Ce n'est pas de l'aide, c'est de la trahison. » Elle devint pâle. Je voulais juste... J'avais envie que le sol se dérobe sous mes pieds. J'avais envie de tout perdre. Mes mots sont sortis avec force, mais calmement, comme ceux de quelqu'un qui n'a plus peur de blesser parce qu'il a appris à saigner en silence pendant trop longtemps. Claire recula d'un pas. Et moi, même si j'étais plus petite et plus âgée, j'avais l'impression de la dominer. « Cette conversation n'est pas terminée, Claire, » dit-il lentement. « Mais je vais te donner un conseil. Prie pour que Laurent ne découvre pas ce que tu as fait avant que je décide de ton sort. » Elle a essayé de dire quelque chose, mais sa voix s'est étranglée dans sa gorge. Je me suis retournée et j'ai monté les marches, une à une, en écoutant le craquement du vieux bois sous mes pieds. Derrière moi, le silence engloutit tout. Les rires s'éteignirent. Le masque tomba. Et à cet instant précis, j'ai compris clairement. La guerre avait commencé. Et elle se déroulait à l'intérieur même de ma maison. Mes jambes me soutenaient à peine, mais je ne pouvais pas laisser paraître qu'elle le remarque. Je ne pouvais pas laisser Claire voir qu'à l'intérieur, je m'effondrais. J'ai gravi chaque marche avec le peu de dignité qui me restait, et j'ai verrouillé la porte de la chambre. J'étais assise au bord du lit, le même lit où j'avais dormi avec Philippe pendant 30 ans, où je l'avais soigné jusqu'à ses derniers jours, où j'avais pleuré jusqu'à épuisement de mes larmes. Et c'est seulement là, dans le silence, que j'ai laissé les tremblements s'échapper de mes mains et envahir tout mon corps. Elle avait dit que j'avais déjà vécu ma vie. Comment ose-t-il? Comment a-t-il osé me regarder et décider que mon temps était révolu, que je ne méritais plus le toit que j'avais construit de mes propres mains? Je serrai les poings sur mes genoux, essayant de contenir la rage qui montait en moi comme une traînée de poudre. C'était là le problème. Claire n'a jamais compris qui j'étais. Elle ignorait que cette maison n'était pas seulement faite de murs, de fenêtres et de souvenirs. C'était mon projet, mon combat, mon héritage vivant. Mais le pire, c'était autre chose. Je ne savais toujours pas jusqu'où je serais prêt à aller pour la protéger. Et il était sur le point de le découvrir. En bas, j'ai entendu des pas précipités, des portes qui claquaient, la voix de Laurent qui demandait ce qui s'était passé, et le ton strident de Claire qui inventait sa version des faits, douce, théâtrale et mensongère. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. De là, je pouvais voir le jardin que j'avais planté de mes propres mains, le citronnier qui avait germé le jour de la naissance de Laurent, le banc en fer où Philippe et moi prenions notre café tous les matins, main dans la main. Cette maison n'était pas seulement l'endroit où je vivais, c'était la carte de ma vie. Et personne, absolument personne, n'allait me l'enlever. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide. Claire Lefebvre venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Elle ne le savait pas encore. Ce soir-là, je ne suis pas descendue dîner. J'ai entendu frapper légèrement à la porte. C'était la voix de Laurent, douce et inquiète, qui me demandait si j'allais bien, disant que nous devions parler. Mais je n'ai pas répondu. Elle savait que si elle ouvrait la porte, si elle voyait son visage à ce moment-là, elle risquait de dire des mots qu'elle ne pourrait plus retirer. Je suis donc resté silencieux, écoutant le son lointain des voix en bas, le mensonge prenant forme, la farce se formant. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre et je suis restée là, à regarder les ombres dans le jardin, tandis que la nuit engloutissait les couleurs du jour. Et à cet instant précis, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je me suis souvenue de qui j'avais été. Je m'appelle Élise Lefebvre, j'ai 68 ans. Mais il fut un temps où cet âge me semblait une fiction lointaine. Il fut un temps où rien ne pouvait m'arrêter. J'ai fermé les yeux et je me suis vue à 33 ans. Ses cheveux noirs étaient attachés en queue de cheval, ses mains tachées d'encre et de graphite, et elle était penchée sur une planche à dessin éclairée par une vieille lampe. R 1990.
Je venais d'obtenir mon diplôme d'architecture dans un monde où l'on désapprouvait encore le port du casque par les femmes et le transport de plantes sous le bras. Philippe, mon mari, était comptable dans une entreprise de taille moyenne. Laurent, 3 ans, courait pieds nus dans l'appartement exigu du quartier de la Valentine, où les voisins du dessus semblaient réarranger les meubles tous les soirs. Je me souviens de nous deux, assis à la table de la cuisine, à boire du café instantané avant le lever du soleil. Il sourit et dit « Un jour, nous aurons notre propre maison, mon amour. Une maison que tu auras conçue. Une maison qui sera rien qu'à nous. » Je souriais aussi, mais intérieurement je pensais « Pas un jour, bientôt. » Parce que je n'ai jamais été du genre à attendre. Pendant 5 ans, j'ai cumulé 3 emplois. Le matin, il dessinait des plans pour une entreprise de construction qui payait les hommes la moitié du salaire. L'après-midi, il enseignait le dessin technique dans une école publique. Le soir, après avoir couché Laurent, je m'enfermais à la table du salon et dessinais des plans à mon compte pour de petites entreprises de construction qui avaient besoin de plans rapides et peu coûteux. Philippe ne m'a jamais demandé d'arrêter. Il ne s'est jamais plaint. Il s'occupait de Laurent pendant que je travaillais, me préparait du thé quand j'avais les yeux qui piquaient et me massait les épaules quand je ne pouvais plus supporter le poids de mes soucis. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse », murmura-t-il un soir. Et j'y croyais, parce que j'avais besoin d'y croire. En 1995, après 5 ans passés à ne dormir que 4 heures par nuit au maximum, à économiser le moindre sou et à dire non à tout ce qui n'était pas essentiel, nous avons réussi. Nous avons acheté un terrain. Ce n'était pas grand, à peine plus de 400 mètres carrés, à la périphérie du Tolonnais, une zone qui, à l'époque, était encore majoritairement rurale. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai posé le pied sur ce sol. Le sol sentait encore la pluie récente. Il y avait des hautes herbes et des rochers partout. Philippe m'a pris la main et a demandé « Que vois-tu, mon amour ?» J'ai fermé les yeux et j'ai répondu « Je vois tout. » J'ai vu les murs s'élever, les fenêtres laisser entrer le soleil du matin, le jardin verdoyant où Laurent aimait courir. J'ai vu une grande cuisine où nous préparerions le déjeuner du dimanche, une bibliothèque pleine de livres, une maison qui naissait de rien. Alors, au travail, j'ai conçu chaque centimètre carré de cette maison, chaque mur, chaque fenêtre, chaque marche. Cette maison n'est pas seulement mon foyer, c'est mon testament. C'est le résultat de chaque nuit blanche, de chaque larme, de chaque choix difficile. Et c'est pourquoi, pensais-je en regardant le jardin dehors, personne ne pourra jamais m'éloigner d'ici. Même pas le temps, même pas l'ingratitude. Pas Claire Lefebvre. J'ai choisi l'orientation de la maison de façon à ce que les premiers rayons du soleil pénètrent dans les chambres à l'aube. J'ai calculé la hauteur sous plafond pour éviter l'accumulation de chaleur pendant les mois les plus chauds, et j'ai conçu de hautes fenêtres pour permettre à l'air de circuler librement. J'ai conçu des placards profonds, des garde-manger spacieux et des salles de bain avec ventilation naturelle. Mais je ne me suis pas contentée de les concevoir. Je les ai construits. Oui, de mes propres mains, car nous n'avions pas l'argent pour payer toute l'équipe. Puis j'ai appris à mélanger le ciment, à poser des briques et à niveler les sols avec une règle et de la patience. J'ai appris à utiliser la perceuse, la ponceuse et le marteau. Mes mains, qui auparavant ne connaissaient que le trait d'un crayon et le contact d'une règle, se couvrirent de callosités et de cicatrices. Philippe travaillait avec moi les week-ends et Laurent, encore petit, jouait parmi les sacs de sable, construisant des châteaux d'enfants pendant que nous érigions les murs de notre rêve. Cela nous a pris 3 ans. 3 ans de soleil sur ma peau, de privation de sommeil, de larmes cachées sous l'oreiller. Pendant 3 ans, je me suis levée avant l'aube pour vérifier chaque détail, chaque mur, chaque mesure. Et en 1998, nous avons finalement déménagé. Je me souviens de ma première nuit ici comme si c'était hier. Nous avons dormi à même le sol de la chambre principale car nous n'avions pas encore de nouveau lit. Allongée sur le dos, je contemplais le plafond que j'avais peint moi-même, respirant le parfum frais de la peinture, bercé par le silence absolu de la maison vide. Philippe m'a serré dans ses bras et m'a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour? Pourquoi pleures-tu » J'ai ri à travers mes sanglots. « Parce qu'on l'a fait, Philippe. On l'a vraiment fait.
À ce moment-là, j'ai compris. Cette maison n'était pas qu'un simple assemblage de briques et de béton. Elle était la preuve vivante que lorsqu'une femme a une décision, ni le temps ni le monde entier ne peuvent l'arrêter. Les années passèrent. Laurent a grandi entre ces murs. Il a appris à faire du vélo dans le jardin du fond, celui-là même où le citronnier a fleuri pour la première fois. Il fêtait ses anniversaires sur le balcon, entouré d'amis, de petites amies et de rêves. Et nous, Philippe et moi, avons vieilli ici. Ici, nous célébrons les victoires et nous faisons face aux défaites. Ici, nous plantons des arbres, rénovons des pièces et créons des souvenirs. Chaque recoin de cette maison renferme un fragment de notre vie. L'odeur du café le dimanche matin, les rires les soirs de pluie, le bruit des pas de Laurent dévalant le couloir. Et puis, il y a 8 ans, Philippe est tombé malade. Cancer du pancréas. Étape 4. Les médecins lui avaient donné 6 mois à vivre. Il en a vécu 11. 11 mois durant lesquels cette maison est devenue un hôpital, un temple, un refuge. Je me suis occupée de lui ici dans notre chambre. J'ai changé ses pansements, préparé des soupes, lui ai donné ses médicaments, et lorsqu'il n'a plus pu parler, j'ai lu à voix haute ses livres préférés. Il lui tenait la main tandis que la douleur l'envahissait en silence. Et c'est ici, dans cette même pièce, qu'il est mort, dans mes bras, me regardant avec la sérénité de quelqu'un qui sait qu'il a accompli sa mission. Ses dernières paroles résonnent encore en moi. Prends soin d'elle. Elle est aussi à toi. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne parlait pas de moi. Il parlait de la maison, parce qu'il le savait. Je savais que cette maison était ce que nous avions de plus authentique, le reflet de notre amour, de nos efforts, de notre histoire. Après sa mort, Laurent a insisté pour que je déménage. « Maman, cette maison est trop grande pour toi toute seule, » disait-elle. « Viens vivre avec nous. » Mais j'ai refusé. Comment aurais-je pu abandonner le seul endroit où je pouvais encore sentir l'odeur de Philippe? Comment pourrais-je laisser derrière moi les arbres que nous avons plantés ensemble, les pièces que nous avons rénovées, le jardin où j'ai dispersé tes cendres? J'ai été laissée pour compte, seule, mais chez moi. Et durant toutes ces années, je me suis occupée d'elle avec le même zèle qu'auparavant. J'ai remplacé les tuiles du toit, peint les murs et taillé les branches. Chaque rénovation était comme soigner une vieille blessure que je n'avais pas encore laissée cicatriser complètement. 27 ans après la fin des travaux, 35 ans depuis que j'ai acheté le terrain, quelqu'un a eu l'audace d'entrer dans mon bureau et de décider que tout cela n'avait aucune importance, que j'avais déjà assez vécu. Il était temps de vendre le peu qu'il me restait. J'ai ouvert les yeux. La nuit était déjà tombée, et les lumières de la ville scintillaient au loin, comme de petites étoiles fatiguées. Je me suis levée du canapé, mes genoux protestaient, mais je les ai ignorés. J'ai ouvert le placard, et j'ai sorti une vieille boîte à chaussures rangée sur l'étagère du haut. À l'intérieur se trouvaient les plans originaux de la maison, jaunis, pliés, tachés de café, de larmes et de poussière de construction. Je les ai dépliés sur le lit. J'ai passé mes doigts sur les lignes que j'avais tracées il y a des décennies. Chaque mesure, chaque courbe, chaque calcul. Tout cela racontait une histoire. Le marché estime aujourd'hui la valeur de cette maison à 4,8 millions d'euros. Mais pour moi, elle est inestimable. C'est le poids de toute une vie. Et si Claire Lefebvre pense pouvoir obtenir ça de moi avec des sourires forcés et des clients opportunistes, elle se trompe lourdement. Parce que je suis Élise Lefebvre, la femme qui a bâti son propre château, et les châteaux ne se rendent pas sans combattre. J'ai soigneusement plié les plantes, et je les ai remises dans la boîte. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis les funérailles de Philippe. Je me suis agenouillée près du lit et j'ai prié. Mais je n'ai pas demandé de patience. Même pas le pardon. J'ai demandé de la force. De la force pour ce qui allait arriver. Le lendemain matin, je suis descendue les escaliers d'un pas assuré, les cheveux attachés et le visage serein. Claire était dans la cuisine en train de préparer du café. Quand il m'a vue, il s'est arrêté. Ses mains restèrent figées sur la cafetière. « Bonjour !» dis-je d'un ton neutre presque amical. Elle cligna des yeux, surprise.
Bonjour, belle-mère. Je n'ai pas répondu. J'ai pris ma tasse, la même en céramique bleue que Philippe m'avait offerte pour notre 10e anniversaire, et j'ai attendu mon tour pour me servir un verre. Le silence était si lourd qu'on pouvait le sentir dans l'air, pesant, dense, glacial. C'était le genre de silence qui précède une guerre. Et je le savais déjà. Cette guerre se déroulerait à l'intérieur de ma propre maison. Laurent entra quelques minutes plus tard, l'air d'avoir mal dormi et de s'être réveillé en se sentant encore plus mal. Mon fils unique, 43 ans, ingénieur civil, les cheveux déjà clairsemés sur le dessus de la tête et de profondes rides autour des yeux qui lui donnaient un air plus vieux qu'il ne l'était. Il me regarda avec prudence, comme quelqu'un qui se prépare à une explosion. Mais je me suis contentée de sourire. « As-tu bien dormi, mon fils ?» La perplexité qui se lisait sur le visage de Claire Lefebvre était presque comique. Laurent cligna des yeux, perplexe. « Oui, maman. Et toi ?»« Comme toujours. » J'ai pris une gorgée de café et j'ai ajouté calmement. « Je sors quelques heures. J'ai des choses à régler. » Ils échangèrent un rapide regard. Claire semblait soulagée. Laurent, tendu. Je ne leur ai pas laissé le temps de poser des questions. J'ai pris mes clés et mon sac à main et j'ai quitté la maison sans me retourner. Mais je n'allais pas arranger les choses. J'allais me souvenir. Je suis allée en voiture jusqu'à un café du centre d'Aix-en-Provence, celui-là même où Philippe et moi avions l'habitude de nous réfugier lorsque le monde nous paraissait trop bruyant. Je me suis assise à la table près de la fenêtre, j'ai commandé un café noir bien fort et j'ai laissé mes souvenirs me ramener dans le passé. 2 ans. Cela ne fait que 2 ans que Laurent est arrivé à ma porte avec Claire. Mais cela m'a paru une éternité. C'était un après-midi d'octobre. J'étais dans le jardin, en train de tailler les rosiers, quand j'ai entendu la sonnette. J'ai ouvert la porte et j'ai vu mon fils, en sueur, une valise dans chaque main, et à côté de lui, une femme que je n'avais jamais vue auparavant. « Maman », dit-il avec ce sourire nerveux qu'il arborait toujours, avant de me demander quelque chose d'important. « Voici Claire, ma petite amie. Petite amie. Ni fiancée ni épouse, juste petite amie. » Claire avait 32 ans, 9 ans de moins que lui. Cheveux longs, raides et noirs, rouge à lèvres rouges, parfum de luxe. Des vêtements rouges moulants qui respiraient le luxe sans pour autant être de marque de créateur. Et ce sourire. Mon Dieu, ce sourire. Froid, artificiel, venant de quelqu'un qui a appris à convaincre avant de ressentir. « C'est un plaisir de faire votre connaissance, Madame Élise, » dit-elle d'une voix douce et cultivée. « Laurent parle si souvent de vous. » Je lui ai serré la main. Froid. Trop froid pour un après-midi aussi chaud. « Le plaisir est pour moi, » ai-je répondu, en restant polie. Puis j'ai regardé mon fils. « Tu entres ou tu passes juste par là ?» Laurent s'éclaircit la gorge. « En fait, maman, on a besoin d'un service. » « Nous avons besoin. » J'ai découvert qu'il avait été licencié 3 mois plus tôt. « Restructuration, » disait-il. « Derniers arrivés, premiers sortis. Et Claire, entre 2 emplois. » Une façon polie de dire sans emploi. « Il nous faut juste rester ici un moment. » expliqua-t-il en évitant mon regard. « Le temps que je trouve autre chose. 2 mois, tout au plus. 2 mois. » J'aurais dû dire non. J'aurais dû leur demander pourquoi il n'allait pas chez sa famille. Il aurait dû imposer des règles, des délais et des limites. Mais j'ai regardé mon fils, l'homme que j'ai élevé seul après la mort de Philippe, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui m'a désarmée. Le désespoir. « D'accord, » ai-je dit. « Ils peuvent rester. » Claire sourit, un sourire de victoire déguisé en gratitude. « Merci, belle-mère. Vous n'imaginez pas à quel point cela compte pour nous. » Belle-mère. Elle m'appelait déjà comme ça avant même leur mariage. Les premiers jours furent supportables. Claire était aimable, serviable et attentionnée. Elle m'a aidée à faire le ménage, à préparer le café et m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose du supermarché. Laurent passait ses matinées à envoyer des CV et ses après-midi à passer des entretiens virtuels. Le soir, ils allaient se promener ou s'enfermaient dans leur chambre. J'ai essayé de respecter leur espace. Après tout,
Ils étaient en couple. Ils avaient besoin d'intimité. Mais les changements ont commencé tôt. Petite au premier abord, presque invisible. Claire a réorganisé la cuisine. « C'est plus pratique comme ça, belle-mère », dis-je en déplaçant mes casseroles et mes poêles. Ensuite, elle a changé les rideaux du salon. Les anciens étaient très usés. Il a ramené à la maison un nouveau canapé qu'il avait acheté en solde et a relégué mon fauteuil préféré à la cave. Celui-ci est plus moderne. Chaque fois que je protestais, Laurent intervenait. « Maman, ce n'est rien de grave. Elle veut juste aider. Pour aider. Effacer ma présence, un objet à la fois. » Mais je suis resté silencieux. Je ne voulais pas être cette belle-mère aigrie qui se plaint de tout et transforme la vie commune en guerre. Alors je me suis tue. Et elle sourit. Les 2 mois se sont transformés en 6. Puis 1 an. Puis 1 an et demi. Laurent a réussi à trouver du travail à son compte, mais rien de stable. Claire continuait à chercher des opportunités, mais ne trouvait jamais rien qui la satisfasse. Et pendant ce temps, ma maison, a cessé d'être la mienne. Claire a commencé à inviter des amis sans les prévenir. Ils fêtaient dans mon salon l'anniversaire de gens que je n'avais jamais rencontrés. Ils ont utilisé ma vaisselle en porcelaine, celle que je ne sortais du placard qu'à Noël. Ils laissaient traîner la vaisselle et les verres sales dans l'évier, s'attendant à ce que je les lave. Quand j'ai demandé de l'aide pour les dépenses, Laurent a détourné le regard. « Maman, tu sais qu'on arrangera tout dès que la situation ira mieux. » Mais la situation ne s'est jamais améliorée. Et Claire se comportait de moins en moins comme une invitée, et de plus en plus comme la maîtresse de maison. Et c'est là, au milieu de cette routine quotidienne toxique et silencieuse, que les fondements de ma patience ont commencé à se fissurer, petit à petit, de l'intérieur vers l'extérieur, car il y a des choses qu'une femme peut endurer par amour pour son enfant. Mais il y en a d'autres qui exigent une force plus ancienne, une force qui vient de l'intérieur, la même force qui m'a poussée à construire ces murs. Et c'est cette force, silencieuse et obstinée, qui commença à s'éveiller en moi ce jour-là. Laurent a commencé à parler de ma maison comme de notre maison, de mon jardin comme de notre jardin, et de mon salon comme de notre salon. Quand ses amis lui posaient la question, il répondait « Oui, nous habitons ici. C'est une maison familiale. » Comme si je n'étais qu'un simple locataire, une ombre tolérée au sein de ce que j'ai construit de mes propres mains. Mon fils semblait aveugle, ou pire, il semblait avoir choisi la cécité. Une nuit, il y a 6 mois, tout a débordé. Claire avait redécoré toute la salle à manger sans me dire un mot. Elle avait changé les meubles, les rideaux, la disposition des tableaux, tout. J'ai attendu que nous soyons seuls. « Mon fils » commençai-je en essayant de rester calme. « Nous devons parler. » Il soupira. Ce soupir lourd et las que je connaissais depuis son adolescence, quand il refusait d'écouter les leçons de morale. « Maman, s'il te plaît, ne commence pas. »« Commencer quoi ?» ai-je rétorqué. « Défendre ce qui m'appartient ? Demander un minimum de respect ?» Il passa une main sur son visage, exaspéré. « Claire te respecte, maman. Elle souhaite simplement que la maison soit belle et plus confortable pour tout le monde. Elle était belle avant son arrivée. » Laurent ferma les yeux un instant, comme pour éviter une dispute. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ce qu'il faut faire ? Nous rappelons sans cesse que cette maison est la vôtre, que nous sommes ici grâce à votre générosité. C'est alors que ça a explosé. « Je sais que c'est ta maison !» cria-t-elle. « Tu crois que je ne le sais pas ? Tu crois qu'elle ne me le rappelle pas tous les jours ?» J'étais paralysée. « Claire ne me rappelle rien », ai-je murmuré d'une voix tremblante. « Elle se comporte comme si elle avait le droit d'être ici. » Je lui ai donné ce droit, maman. J'aime Claire, et j'ai besoin que tu fasses un effort pour bien t'entendre avec elle. Je l'aime. Ces 2 mots, je l'aime, m'ont frappé comme une phrase. À ce moment-là, j'ai compris que mon fils était perdu. Passionné, aveugle, vulnérable. Il ne voyait pas ce qui était évident pour moi. Claire n'aimait pas cette maison, et elle ne l'aimait pas non plus. Elle aimait le confort, la stabilité et le fait d'avoir un toit gratuit au-dessus de sa tête. Mais je ne pouvais pas dire ça.
Car lorsqu'une mère dit à un homme que la femme qu'il aime profite de lui, le fils ne l'écoute pas. Il se défend. Il la protège. Et ce faisant, il en vient à haïr sa propre mère. J'ai donc ravalé mes mots, hoché la tête et les laissé croire que j'avais abandonné. Mais cette nuit-là, allongée dans mon lit, je savais que quelque chose s'était brisé entre nous. Quelque chose de profond, peut-être irréparable. 3 mois plus tard, me voilà, assise seule dans un café du centre d'Aix-en-Provence, sirotant un café américain glacé et essayant de comprendre comment j'en étais arrivée là. Comment aurais-je pu laisser un étranger entrer dans ma vie et la détruire morceau par morceau? À quel moment ai-je perdu mon fils sans m'en rendre compte? J'ai fini mon café, payé l'addition et suis retournée à la voiture. C'est là, au milieu du trottoir baigné par la lumière de l'après-midi, que j'ai pris une décision. Je n'allais pas reconquérir mon fils en me disputant avec lui. J'allais le reconquérir en lui montrant la vérité. Mais pour cela, il me fallait des preuves. Les fourmis ne détruisent pas une maison en un jour. Ils procèdent petit à petit, une écharde après l'autre, un morceau de bois après l'autre, jusqu'au jour où l'on réalise que les fondations sont creuses et qu'il est trop tard. C'est ainsi que Claire Lefebvre me prenait tout. Lentement, par petites concessions, un geste à la fois, un sourire à la fois. Je suis rentrée chez moi déterminée à observer, pour voir ce que j'avais fait semblant de ne pas voir. Et ce que j'ai découvert cet après-midi-là m'a donné la chair de poule. Je suis entrée par la porte d'entrée et l'odeur m'a frappée de plein fouet. Ce n'était plus le parfum réconfortant du vieux bois et des fleurs du jardin. C'était du parfum. Un parfum sucré, artificiel, envahissant, comme un brouillard suffocant. À l'entrée, un diffuseur électrique arborait une étiquette élégante. Vanille française. Je détestais la vanille. Je suis allée à la cuisine. La voilà. Claire, au fourneau, fredonnait quelque chose que je reconnaissais à peine. Quand il m'a vue, il a souri. Trop vite, trop largement. Belle-mère, je suis si contente que tu sois là. J'ai préparé du poulet à la sauce verte pour le déjeuner. Mon estomac gargouillait. Je n'avais rien mangé depuis le petit déjeuner. C'est bien, ai-je répondu en essayant de paraître neutre, tout en m'approchant du poêle. Mais ensuite, j'ai vu la vaisselle sur le comptoir. 2 assiettes, seulement 2, remplies de riz blanc, de salade fraîche et de tortillas chaudes, le tout dans un panier. Et moi? Ai-je demandé, en gardant un ton léger. Claire n'a même pas levé les yeux. Oh, je ne savais pas à quelle heure vous arriviez, belle-mère. Mais il y a encore à manger, servez-vous. Je suis allée vers le poêle. La casserole était presque vide. Il restait un peu de sauce, un petit morceau de poulet, plus de riz, plus de salade. Reste. Elle me servait des restes chez moi. Je n'ai rien dit. J'ai pris une assiette, je me suis servi ce qui restait, et j'ai pris une tortilla froide dans le paquet sur le dessus du réfrigérateur. Pas une des chaudes qui étaient dans leur panier. J'étais assise seule à la table basse pendant qu'ils riaient et discutaient dans la salle à manger de séries télévisées ou d'autres. Je mâchais en silence, le regard perdu par la fenêtre sur le jardin que j'avais moi-même planté. Le poulet était froid. Le silence, assourdissant. Cette nuit-là, j'ai décidé de ne pas dormir. J'ai attendu d'entendre les portes des chambres se fermer, que le couloir plonge dans l'obscurité, que la maison soit complètement silencieuse. Et c'est alors, au milieu de cette nuit calme, qu'est née une nouvelle Élise. Pas l'architecte, pas la veuve, mais la femme a finalement compris que lorsqu'on essaie de vous prendre votre maison, la seule issue est de se battre. Je suis descendue les escaliers pieds nus, silencieusement, comme une voleuse dans sa propre maison. Le vieux bois craquait sous mes pieds et chaque bruit me coupait le souffle. C'était la maison que j'avais construite avec sueur et amour. Et maintenant, je devais l'explorer comme s'il s'agissait d'un territoire ennemi. J'ai commencé par le salon. Les meubles que Claire Lefebvre avait apportés n'étaient pas simplement des trouvailles de liquidation, comme elle l'avait prétendu. Je me suis agenouillée et j'ai examiné les étiquettes encore collées au fond. Des magasins de décoration d'intérieur de luxe, le genre qui ne vend que sur commande. Chaque pièce coûtait plus de 40 000 €. D'où venait tout cet argent, si elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était au chômage? J'ai ouvert les tiroirs de la nouvelle commode.
Et là, il y avait les traces. Recettes. Des piles de reçus au nom de Claire Lefebvre. 4 cartes de crédit différentes, toutes à découvert. Toutes avec des soldes négatifs. J'ai attrapé mon téléphone portable et j'ai commencé à tout photographier. Une carte de crédit avec une dette de 320 000 euros. Un autre avec 240 000. Un autre avec 180 000. Et le dernier, 150 000. 890 000 euros, montant non total. En lisant ces chiffres, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Claire était criblée de dettes. Et d'une manière ou d'une autre, il avait prévu de m'entraîner avec lui. J'ai poursuivi les recherches. Je suis allée à l'ancien bureau de Philippe, qu'elle appelait désormais son bureau à domicile. J'ai ouvert les tiroirs, les placards, et là j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Documents imprimés et courriels échangés avec un avocat nommé Maître Étienne Roux, datant de 2 mois seulement. Chère Madame Lefebvre, en réponse à votre demande concernant la procédure à suivre pour obtenir une procuration en raison de l'incapacité du propriétaire, incapacité du propriétaire. Ces mots m'ont frappé comme une pierre en plein cœur. Claire faisait des recherches sur la manière de me déclarer incapable afin de pouvoir prendre le contrôle légal de ma propre maison. J'ai senti mes mains trembler. J'ai tout photographié, chaque ligne, chaque paragraphe, chaque date. Et ce n'était pas tout. Parmi les documents, j'ai trouvé une évaluation immobilière réalisée 3 semaines auparavant, signée par une société que je n'avais jamais engagée. Valeur, 4 800 000 euros. En marge, une note manuscrite. Acheteur intéressé. Un acompte de 300 000 euros a déjà été versé. Mon cœur s'est emballé. Elle avait déjà vendu ma maison, ou du moins, il avait déjà reçu l'acompte, à mon insu, sans que je signe quoi que ce soit. J'ai monté les escaliers, presque sans sentir mes jambes. J'ai verrouillé la porte de la chambre, connecté mon téléphone portable à mon vieil ordinateur portable et transféré toutes les photos. Les preuves étaient là, claires, solides, indéniables. Mais une partie de moi voulait encore douter. Je voulais encore croire que j'avais peut-être mal compris, qu'il y avait peut-être une explication. Quelle erreur de ma part. Les jours suivants furent un cauchemar silencieux. J'ai commencé à tout observer. De petits détails, auparavant inaperçus, me sautaient maintenant aux yeux. Les réunions de Claire avec ses amis en milieu d'après-midi, ils arrivaient en groupe, occupaient de mon salon, ouvraient de mes bouteilles de vin, utilisaient de mes verres en cristal et laissaient des traces de rouge à lèvres sur les bords. Une fois, j'ai essayé d'être polie. « Claire, j'aimerais que tu me préviennes quand tu attends des visiteurs. » Elle répondit sur ce ton doux et venimeux. « Oh, belle-mère, je pensais que ça ne vous dérangerait pas. Vous êtes toujours dans votre chambre, dans ma chambre. C'était comme si j'étais une vieille dame confinée dans un coin de la maison, comme si j'étais une pensionnaire dans une maison de retraite que j'aurais construite de mes propres mains. » Un après-midi, je suis rentrée des courses et j'ai trouvé la porte de ma chambre verrouillée de l'extérieur. Pourquoi ma chambre est-elle fermée à clé? Ai-je demandé en serrant mes sacs contre moi. Claire apparut en s'essuyant les mains. « Oh, je faisais le ménage et je ne voulais pas que la poussière du couloir entre. Je l'ai déjà déverrouillée. » Mensonge. Je suis entrée et j'ai constaté que rien n'avait été nettoyé. Elle cherchait quelque chose, des documents, probablement les actes de propriété. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à tout verrouiller. J'ai conservé mon passeport, mes papiers et le contrat de location de la maison dans une valise fermée à clé, cachée au fond de l'armoire. Mais ce qui suivit fut encore pire. Puis vinrent les dîners. Claire s'est mise à préparer des repas élaborés rien que pour elle et Laurent. Morceaux de viande de qualité, pâtes fraîches, dessert. C'est toujours une excuse pour moi. « Oh, belle-mère, je croyais que vous aviez déjà mangé. » Je n'ai pas fait grand-chose aujourd'hui parce que nous sommes au régime. Il en reste au réfrigérateur, tu peux le réchauffer. Il y a toujours des restes, toujours froid, toujours seul. Un soir, ils ont préparé du saumon avec des pommes de terre et du vin rouge. J'ai mangé un sandwich au jambon préparé à la hâte, assis au comptoir de la cuisine, en écoutant leur rire dans la salle à manger. Ma salle à manger, mon vin, ma maison, et me voilà, invisible,
comme une intruse dans ma propre vie. Le pire, c'était Laurent. Il ne pouvait pas voir. Ou alors il a fait semblant de ne pas voir. Peut-être par amour, peut-être par lâcheté. Quand il recevait des visiteurs, Claire se transformait. Cultivée, charmante, élégante. Les gens ont fait l'éloge de la maison. Quel endroit magnifique. Et elle, avec ce sourire appris par cœur. Merci. Nous avons apporté plusieurs améliorations depuis notre arrivée. Nous l'avons fait. Comme si elle l'avait construit toute seule. Un après-midi, une de ses amies lui a demandé « Et vous êtes la mère de Laurent ?» Avant que je puisse répondre, Claire s'est empressée de dire « Oui, elle vit ici avec nous. Elle prend de l'âge, elle a besoin de compagnie. N'est-ce pas, belle-mère ?» Je suis restée là, sans voix. C'était comme si le sol avait disparu sous mes pieds. J'ai hoché la tête en forçant un sourire et je suis montée dans ma chambre le cœur lourd, retenant mes larmes. Là, je me suis assis au bord du lit et j'ai contemplé le plafond que j'avais conçu des décennies auparavant. J'ai pensé à Philippe, j'ai pensé à Laurent, le garçon qui croyait autrefois que le monde pouvait tenir dans cette maison. Et je me suis rendu compte que désormais, je n'étais qu'un étranger dans le château que j'avais construit. Mais il y avait une chose que Claire ignorait encore. Le château a beau sembler endormi, la reine est toujours vivante. Et j'étais sur le point de le prouver. Cette nuit-là, allongée dans mon lit à contempler le plafond que j'avais moi-même dessiné, j'ai ressenti quelque chose qui ne m'avait pas envahi depuis des années. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la colère. Une colère ancienne et dense, née des profondeurs de l'âme, où la dignité blessée se mêle à une fierté silencieuse. Elle a parcouru mes veines comme une traînée de poudre. Comment ai-je pu laisser faire ça? Comment ai-je laissé Claire Lefebvre entrer dans ma vie et la détruire petit à petit? Comment pouvais-je accepter qu'elle me traite comme un déchet dans ma propre maison? Mais au fond, cette colère n'était pas seulement la sienne. C'était le mien. Pour avoir été lâche, pour être restée silencieuse, pour avoir souri alors qu'elle aurait dû crier, pour avoir été la bonne belle-mère, alors qu'elle aurait dû être maîtresse de mon propre destin. Je suis sortie du lit et je suis allée devant le miroir. La femme qui me regardait avait 68 ans. Des rides marquaient ses yeux, ses cheveux gris commençaient à se décolorer et ses mains portaient les marques du temps. Mais il y avait autre chose, quelque chose que j'ai immédiatement reconnu. Cette femme était la même qui avait construit sa maison toute seule, qui avait affronté le deuil, qui avait survécu à la perte et à la solitude. Elle était encore en vie. « Ça suffit », ai-je murmuré. Et, pour la première fois en 2 ans, j'ai senti que mon reflet croyait en moi. Il y a des moments dans la vie où tout bascule en 1 seconde. Un diagnostic, un coup de téléphone, une porte qui s'ouvre et révèle ce que nous n'aurions jamais dû voir. Mon moment est arrivé un mardi matin, 3 jours après avoir découvert les dettes de Claire. Laurent était parti plus tôt pour un entretien. Claire était censée encore dormir. Je suis descendue faire du café, et c'est là que j'ai vu l'enveloppe. Une grande enveloppe brune, portant le cachet d'un notaire, était posée sur la table de la salle à manger. Étude notariale. 14. Maître Bertrand Duval, notaire public. L'enveloppe était ouverte. J'aurais dû le laisser là. Il aurait dû respecter la vie privée des autres. Mais ce n'était plus le moment des « il faut » abris. J'ai retiré les papiers d'une main tremblante. Et ce que j'ai lu m'a coupé le souffle. Il s'agissait d'une procuration au nom de Claire Lefebvre, lui accordant de larges pouvoirs pour gérer, vendre, hypothéquer et accomplir tout acte concernant la propriété située route des Oliviers, 47, Le Tolonnais, Aix-en-Provence. Ma maison, mon adresse. Mais ce n'était pas le plus terrifiant. C'était la signature à la fin du document. Une signature tremblante et irrégulière. Ma signature. Du moins, une version contrefaite. J'ai senti mes jambes flancher. J'ai feuilleté l'enveloppe. Et il y avait autre chose. Une lettre de l'étude notariale, datée de 2 semaines auparavant, demandant la présence d'Élise Lefebvre pour ratifier l'octroi de la procuration. Et juste en dessous, une prétendue réponse manuscrite. Pour des raisons de santé, je ne peux pas assister à la cérémonie en personne. J'autorise ma belle-fille, Claire Lefebvre, à me représenter.
L'écriture était presque parfaite. Mais ce n'était pas le mien. Elle avait falsifié ma signature, mon écriture, mon identité. J'ai continué à fouiller dans l'enveloppe et j'ai trouvé une vieille copie de mon récit de voyage, ce qui m'a glacé le sang. J'avais perdu ce document il y a 2 ans et je ne l'ai jamais retrouvé. Comment avait-elle fait? La réponse est arrivée en un éclair. Claire était en train de ranger mes tiroirs, mes papiers, mes cartons au sous-sol. Elle m'observait comme quelqu'un qui démantèle une forteresse brique par brique. J'ai tout photographié, chaque ligne, chaque signature, chaque épreuve. Mais soudain, j'ai entendu des pas à l'étage. J'ai refermé l'enveloppe, remis chaque chose à sa place et gravi lentement les escaliers, essayant de respirer normalement, alors que mon cœur battait la chamade. J'avais besoin d'aide. Une aide concrète. Cet après-midi-là, sans prévenir personne, je suis montée dans ma voiture et je me suis rendue au bureau de Thierry Beaumont. Il avait été mon partenaire sur 3 projets il y a plus de 20 ans. Un architecte de génie qui, après un deuil personnel, a obtenu un diplôme en droit et s'est spécialisé dans les affaires immobilières. Un homme de près de 70 ans, aux cheveux blancs comme la craie et aux yeux bleus qui semblaient voir ce que les gens ne disaient pas. Lorsque je suis entrée, sa secrétaire m'a immédiatement reconnue et m'a souri. « Madame Lefebvre, cela fait si longtemps. Le docteur sera ravi de vous revoir. » Quelques minutes plus tard, Thierry est venu me saluer en personne. « Élise, ma vieille amie, » dit-il en ouvrant grand les bras. Son étreinte était le premier véritable geste d'affection que j'avais reçu depuis des mois. « Asseyez-vous, je vous prie. »« À quoi dois-je cet honneur ?» demanda-t-il, remarquant déjà la tension sur mon visage. Je n'ai pas pu répondre. Les mots ne sortaient pas, et puis je me suis tout simplement effondrée. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis les funérailles de Philippe. J'ai pleuré pour tout, l'humiliation, la trahison, la colère refoulée. Thierry n'a rien dit. Il a simplement poussé une boîte de mouchoirs vers moi et a attendu. Quand j'ai enfin réussi à reprendre mon souffle, j'ai tout raconté. Chaque détail, chaque insulte déguisée, chaque document que j'ai trouvé. J'ai montré les photos sur mon téléphone portable, une par une. L'expression de Thierry changeait à chaque image, de l'inquiétude à l'incrédulité, puis de l'incrédulité à la pure indignation. Quand j'eus terminé, il prit une profonde inspiration, se laissa aller en arrière sur sa chaise et parla d'une voix grave. « Élise, il s'agit d'un faux document, et c'est un crime. » Ces mots m'ont transpercé avec la force d'un éclair. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas sentie impuissante. Pour la première fois, une lueur de justice apparut. Et cet après-midi-là, je me suis promis. Claire l'ignorait encore. Mais la maison qu'elle avait tenté de cambrioler allait devenir le théâtre de sa propre chute. C'est une fraude, une tentative de détournement de fonds, a déclaré Thierry Beaumont, le regard fixé sur les photos que je lui avais montrées. « Je pourrais aller en prison pour ça », ai-je ajouté, dans un murmure presque inaudible. Il prit une profonde inspiration en posant ses coudes sur la table. « Je sais, Élise, mais le problème n'est pas que tu ailles en prison, c'est elle. Cette femme commet des crimes graves. »« Laurent sait-il quelque chose ?» demanda-t-il en levant les yeux. J'ai secoué la tête, épuisée. « Je ne crois pas. Il est aveugle. Il croit qu'elle l'aime. » Thierry se laissa aller en arrière sur sa chaise, m'observant avec la sérénité de quelqu'un qui a vu trop de fois des tragédies comme celle-ci. « Élise, il faut agir vite. Si elle a déjà falsifié des documents, si elle contacte des notaires, la prochaine étape sera de mettre la propriété à son nom. Et là, tu perdras tout. »« Que dois-je faire ?» ai-je demandé, sentant le désespoir me monter à la gorge. « Tout d'abord, allons chez le notaire. Parlons directement avec maître Bertrand Duval et expliquons-lui clairement que vous n'avez jamais donné de procuration. Cela invalidera toute tentative d'utilisation de ces documents. » Il fit une pause. « Alors, Élise, il faut que tu décides jusqu'où tu veux aller. Parce que ça ne se réglera pas par la conversation. C'est une bataille juridique. Et ton fils sera pris au milieu. » Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing. Mon fils unique. J'ai besoin de réfléchir. Ma voix était faible. «
Réfléchissez vite, répondit Thierry d'un ton ferme. Chaque jour qui passe lui donne plus de temps pour mener à bien son plan. Je suis sortie du bureau la tête qui tournait, mais avant de rentrer chez moi, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire à ma propre place. Diriger directement vers l'étude notariale 14 au centre d'Aix-en-Provence. C'était un bâtiment sans prétention, à la façade beige, situé au 2e étage d'un vieil immeuble. Une plaque dorée sur la porte indiquait « Maître Bertrand Duval, notaire public ». J'ai pris une grande inspiration et je suis entrée. La réceptionniste m'a accueillie avec un sourire professionnel. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Je dois parler à Monsieur Bertrand. » « C'est urgent. Avez-vous un rendez-vous? » ?»« Non, mais il s'agit d'une procuration que j'aurais soi-disant signée et que je n'ai pas signée. » Son sourire disparut. « Un instant, s'il vous plaît. » Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et un homme en costume sombre apparut, la cinquantaine environ, l'air déterminé et la posture élégante. « Madame Élise Lefebvre, por favor, entre. » Il m'a conduit au bureau et a refermé la porte avec précaution. « Dites-moi, que se passe-t-il » J'ai tout expliqué. Je leur ai montré les photos, les papiers, l'enveloppe, le timbre, les signatures. J'ai révélé ma véritable identité. Son expression changea. De l'attention à l'incrédulité, de l'incrédulité à l'étonnement. Finalement, il se laissa aller en arrière sur sa chaise et dit, très sérieusement, « Madame Lefebvre, je n'ai jamais reçu aucun document de votre part. »« Quoi ?» ai-je demandé, étonné. « Mais le logo, le papier à en-tête, le sceau, tout vient de votre bureau d'état civil. »« Oui, mais ces documents sont faux. Quelqu'un les a fabriqués en utilisant mon papier à en-tête, mon sceau et même une copie numérique de ma signature. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. C'est extrêmement grave, a-t-il poursuivi. Il ne cherche pas seulement à vous prendre votre maison, il tente d'impliquer mon studio dans une fraude publique. » Il se leva et commença à arpenter le bureau, visiblement perturbé. « Il faut porter plainte immédiatement, vous et moi. Rendez-vous au parquet aujourd'hui. C'est un délit fédéral, Madame Lefebvre. Faux en écriture, usage abusif d'un sceau officiel, tentative d'escroquerie immobilière. L'auteur risque une peine de 4 à 12 ans de prison. »« 12 ans !» murmurai-je, sentant le monde tourner. Claire. 12 ans de prison. Et Laurent? Mon Dieu, quel impact cela aurait-il sur mon fils? J'ai besoin de temps, ai-je murmuré. Je dois d'abord lui parler. Bertrand hocha la tête, comprenant. Je comprends. Mais n'attendez pas. Ces gens-là ne s'arrêtent jamais. Si le plan échoue, ils en essaieront un autre, puis un autre, jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent. Je suis sortie du bureau d'état civil les jambes tremblantes. Je suis restée assise dans la voiture, immobile, le regard perdu dans le vide. Claire Lefebvre n'était pas qu'une opportuniste. Elle n'était pas seulement une femme ambitieuse. C'était une criminelle professionnelle. Et mon fils dormait à côté d'elle chaque nuit, sans imaginer le monstre qui l'avait ramené à la maison. J'ai démarré la voiture. J'ai conduit en silence. Le soleil était déjà couché quand je suis arrivée. Les lumières de la pièce étaient allumées, la télévision était allumée. Je suis entrée lentement. Les voilà, tous les deux. Laurent et Claire, blottis l'un contre l'autre sur le canapé, couverts d'une couverture, mangeaient du pop-corn et riaient devant un film. L'image parfaite d'un couple amoureux. Quand Claire m'a vue, elle a souri. Ce sourire forcé, plein de fausse douceur. « Belle-mère, tu veux du pop-corn ?»« Non, merci. » ai-je répondu d'une voix calme, presque froide. « Je vais me reposer à l'étage. »« Dors bien, maman, » dit Laurent sans quitter l'écran des yeux. J'ai grimpé lentement, le cœur lourd comme une tonne dans la poitrine. J'ai verrouillé la porte de la chambre, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai composé le numéro de Thierry Beaumont. Il a répondu à la deuxième sonnerie. « Élise ?»« Thierry ?» dis-je en essayant de reprendre mon souffle. « Nous devons faire autre chose. »« Quoi ?» ?»« J'ai besoin que vous enquêtiez sur Claire Lefebvre. Absolument tout. Ses origines, ses antécédents, son casier judiciaire,
Les poursuites judiciaires la concernant, tout. Pensez-vous que ce n'est pas la première fois? J'en suis sûre. Mon fils et moi ne sommes que les dernières victimes. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis sa voix devint grave. Je connais quelqu'un qui peut vous aider. Mais, Élise, prépare-toi à ce que tu risques de découvrir. Je suis déjà prêt, ai-je menti. Car, en vérité, je n'avais aucune idée des ténèbres dans lesquelles j'allais plonger, ni à quel point Claire Lefebvre avait déjà sali le nom de ma famille. 3 jours plus tard, le téléphone sonna. L'air Thierry. Sa voix sonnait différemment. Tendue. Urgente. « Élise, viens à mon bureau. Maintenant. Il s'est passé quelque chose? Venez. Et vite. » La communication a été coupée. Et pour la première fois, j'ai senti que la vérité, cette vérité que je redoutais tant, était sur le point de m'engloutir tout entière. J'ai dit à Claire que j'allais chez le médecin. Elle leva à peine les yeux de son téléphone. « Passez une bonne journée, belle-mère, » répondit-elle, sur ce ton doux que je savais déjà reconnaître comme du poison. Le trajet jusqu'au bureau de Thierry Beaumont semblait interminable. Chaque feu rouge, chaque virage, chaque bruit de circulation semblait se moquer de moi. Quand j'ai enfin réussi à me garer, mes mains tremblaient sur le volant. Thierry m'attendait à la porte. Son regard, lourd, sérieux, différent de tout ce que j'avais jamais vu auparavant. « Assieds-toi, Élise, » dit-il en refermant la porte derrière moi. Sur la table se trouvait un épais dossier en papier brun débordant de documents, de copies et de photographies. Il passa sa main sur elle, prit une profonde inspiration et commença. « Mon contact est un détective privé. Je lui ai donné le nom complet de Claire Lefebvre et je lui ai demandé de tout vérifier. Ses antécédents, son historique de crédit, ses réseaux sociaux, son casier judiciaire. » Il marqua une longue pause, choisissant soigneusement ses mots. « Thierry, tu me fais peur ?»« Et ça devrait l'être, » répondit-il d'une voix grave. Il ouvrit le dossier. Le bruit du papier me semblait être le tonnerre. Claire Lefebvre n'est pas celle qu'elle prétend être. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Thierry a retiré le premier document. Son vrai nom est Claire Lefebvre Dubois, 34 ans, née à Lyon. Mais il y a une chose que Laurent ignore bel et bien. Il a posé un papier devant moi, un certificat de mariage. Mon cœur s'est glacé. Quoi? Elle est mariée légalement à un homme nommé Julien Dubois depuis 8 ans, et elle n'a jamais divorcé. J'ai lu le document les mains tremblantes. Il y avait son nom, sa signature, le sceau du notaire. Date, 14 mars 2017. Cela signifie, ai-je murmuré, presque sans voix, que sa relation avec Laurent est illégale. Exactement. Si elles essayaient de se marier aujourd'hui, elles commettraient un crime. Il a poursuivi. Mais ce n'est pas tout, Élise. Ce n'est pas bien plus. Il sortit un autre morceau de papier du dossier, un procès-verbal. Lyon, 2019. Une femme nommée Isabelle Moreau a porté plainte contre Claire pour escroquerie et détournement de fonds. Claire vivait chez son fils, prétendait avoir des difficultés financières et, en quelques mois, a tenté de s'approprier un bien familial d'une valeur de 3 millions d'euros. J'ai senti mon estomac se nouer. L'affaire a été classée sans suite par un « accord à l'amiable ». La famille a versé 200 000 euros pour sa disparition. Il tourna la page. 2 ans plus tard, à Marseille, en 2021. Un homme nommé Antoine Laurent, 60 ans. Elle a entamé une relation avec lui, s'est installée chez lui et, en moins d'1 an, a vidé ses comptes bancaires. 400 000 euros. Chaque document était un coup de poignard dans le dos. Chaque nom, une nouvelle ruine. Thierry poursuivit sans relâche. En 2022, à Avignon, il s'est fait passer pour un agent immobilier. Il a convaincu une famille de verser 350 000 euros d'acompte pour une maison qui n'a jamais existé. Une autre plainte. D'autres victimes. Plus de destruction. Il soupira et ferma le dossier. Et maintenant, Élise, elle recommence le même schéma. Sauf que cette fois, c'est chez toi. Je le regardais, incapable de parler. Tout mon corps tremblait. Laurent,
fut tout ce que je pus dire. Votre fils est entre les mains d'une escroc professionnelle, une prédatrice. Elle s'immisce dans la vie des gens, se nourrit d'eux jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le vide. Thierry se pencha en avant. Élise, cette femme est dangereuse. Elle ne veut pas seulement votre maison. C'est son mode de vie. Et nous avons retrouvé son mari, Julien Dubois, à Lyon. Il est mécanicien. Quand mon enquêteur l'a contacté, il a tout confirmé. Il a dit que Claire avait disparu il y a 3 ans, emportant de l'argent, des bijoux et des papiers. Thierry a posé une photographie sur la table. Un homme en salopette bleue, le visage fatigué, se tenait devant un atelier. Il est disposé à témoigner, si nécessaire, et à confirmer qu'ils sont toujours légalement mariés. Je me suis adossée à la chaise, mon corps aussi lourd qu'une pierre. Tout tournait sur lui-même. Les voix, les sons, l'air. Rien ne semblait réel. « Tu dois bien réfléchir avant de dire ça à Laurent », dit Thierry calmement. « Quand il découvrira qui elle est vraiment, son monde s'écroulera. » Alors, que suis-je censé faire? Rester silencieux pendant qu'elle détruit tout? Non, répondit-il. Mais vous devez avoir un plan. Si Claire a l'impression d'avoir été démasquée, elle pourrait réagir violemment. Et vous savez de quoi elle est capable. J'ai fermé les yeux. Elle est déjà dangereuse, Thierry. Elle l'a toujours été. Il hocha la tête et rouvrit le dossier. C'est précisément pourquoi nous allons agir de manière stratégique. Je vais préparer la plainte. Faux, escroquerie, tentative d'escroquerie. Mais pour l'instant, vous devez faire comme si de rien n'était. Ne changez rien. Ne donnez aucun signe. Je ne sais pas si je peux. Tu dois réussir, dit-il fermement. Si elle se doute de quoi que ce soit, elle s'enfuira. Et si elle s'enfuit, tout ce que nous aurons fait aura été vain. J'ai quitté le bureau avec ma mallette serrée contre ma poitrine. J'avais l'impression de porter du plomb liquide et non du papier. Je suis rentrée chez moi en voiture, en silence, les yeux rivés sur la route et le cœur brisé. Chaque document contenu dans ce dossier représentait une vie détruite. Des familles trompées. Des rêves brisés. Et maintenant, c'était notre tour. Claire ne s'était pas contentée de pénétrer par effraction chez moi. Elle avait envahi le peu de paix qui me restait. Et si elle pensait que j'allais céder, elle se trompait lourdement. Parce que maintenant, j'avais aussi un plan. À mon arrivée, la maison était silencieuse. Trop silencieuse. Ce genre de silence qui n'est pas la paix, c'est une tension contenue. J'ai monté les escaliers à petits pas, et c'est à ce moment-là que je l'ai entendu. Voix. Il venait de la chambre de Laurent. Je me suis approchée, le cœur battant la chamade. La porte était entr'ouverte. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Laurent !» s'écria Claire, la voix étranglée par la frustration. « Ta mère nous étouffe !» Mon corps tout entier s'est immobilisé. « S'il te plaît, ne commence pas, Claire !» répondit Laurent, épuisé. « Nous vivons dans sa maison. Nous mangeons sa nourriture. Tout ici lui appartient. » « Et combien de temps cela va-t-il durer ?» rétorqua-t-elle. « Ah, allons-nous dépendre d'elle pour le restant de nos jours ?»« Je cherche du travail, » répondit-il d'un ton las. « J'ai passé un entretien la semaine dernière. »« Et en attendant ?» demanda Claire avec sarcasme. « Sommes-nous toujours là, 2 parasites vivant au crochet des autres, 2 adolescents chez leur mère ?» Le silence qui suivit fut glacial. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda Laurent d'un ton vaincu. « Je veux que tu te comportes en homme, Laurent, » lança-t-elle sèchement, chaque mot résonnant comme une gifle. « Fixe des limites. Dis-lui que cette maison pourrait être à nous si elle nous la lègue de son vivant. De toute façon, elle sera à toi quand elle... » Elle n'a pas terminé sa phrase, mais j'ai compris. « Quand elle mourra. » J'ai dégluti difficilement. « Je ne vais pas lui demander ça, » répondit Laurent fermement. « Alors nous n'aurons jamais rien à nous. Jamais. » Son ton, d'abord criard, se mua en venin. « Parfois, je me dis que tu aimes plus ta mère que moi. » « Ne dis pas ça, Claire. C'est la vérité. Tu la défends toujours. Tu prends toujours son parti. Et nous, alors? Et notre avenir? » Je n'entendais plus rien. Je me suis retirée en silence et je suis entrée dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte et je me suis assise sur le bord du lit. Le dossier était encore dans mes mains. Et là, seule, quelque chose en moi s'est brisé. Il n'y a pas eu de crise de nerfs bruyante.
Il n'y a pas eu de larmes. C'était le craquement sec et froid d'une branche qui cède sous son propre poids. J'ai enduré cela pendant 2 ans. Je suis resté silencieux, compréhensif et cordial. J'ai laissé faire. Ils m'ont traité comme un fardeau parce que je ne voulais pas devenir une belle-mère aigrie, parce que je ne voulais pas perdre l'amour de mon fils. Mais la vérité, c'est que je l'avais déjà perdu. Je l'ai perdu le jour où il m'a vu manger seul dans la salle de pause et a fait semblant de ne rien remarquer. Je l'ai perdu le jour où il a laissé Claire m'appeler belle-mère, sur ce ton méprisant, et s'est contenté de sourire. J'ai ouvert le dossier et j'ai de nouveau examiné les documents, les plaintes, les visages des victimes précédentes. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision. Je ne serai pas juste un autre. Cela n'allait pas se terminer comme pour ces gens-là, trompés, dépouillés, détruits. Si Claire Lefebvre voulait la guerre, elle l'aurait. Mais ce serait à mes conditions, dans mon domaine, avec mes armes. Elle n'avait aucune idée de qui elle avait en face d'elle. J'étais Élise Lefebvre, la femme qui a construit une maison de ses propres mains, qui a enterré l'amour de sa vie et est restée debout, qui a élevé un enfant seul et a survécu. Et les femmes comme moi n'abandonnent pas. Nous avons réagi. Et quand nous réagissons, c'est dévastateur. Ce soir-là, je ne suis pas descendue dîner. Je suis restée dans ma chambre en repassant mentalement chaque étape, chaque mot, chaque coup. Car les lionnes les plus âgées, celles qui ont déjà tout perdu, sont toujours les plus dangereuses. Le lendemain matin, je me suis levée avant l'aube. J'ai passé 20 minutes devant le miroir à m'entraîner à avoir le sourire parfait. Un sourire calme, convaincant, presque affectueux. Je suis descendue les escaliers. Claire était dans la cuisine, en train de manipuler son téléphone portable. Quand il m'a vue, il a levé les yeux avec suspicion. « Bonjour », dis-je d'un ton enjoué. « Bonjour, belle-mère », répondit-elle en s'efforçant d'adopter un ton neutre. J'ai pris la cafetière, je me suis versé une tasse et j'ai remué lentement le sucre. Le silence était une corde tendue entre nous. Je pensais, commençai-je, feignant la distraction, à ce que tu as dit l'autre jour, à propos de la maison. Elle se raidit. Ses yeux se plissèrent. Je ne voulais pas vous offenser, belle-mère. Vous ne m'avez pas offensé, ai-je répondu calmement. Au contraire, vous aviez raison. Cette maison est trop grande pour moi seule, et vous êtes ici depuis 2 ans déjà. Il est peut-être temps de faire quelques changements. J'ai vu apparaître une lueur dans ses yeux, cette lueur prédatrice. Des changements? Oui, ai-je soupiré théâtralement. Je suis fatiguée, Claire. À mon âge, entretenir une maison de cette taille est épuisant. Peut-être serait-il bon d'envisager de la vendre, ou d'en faire quelque chose de différent. Je pouvais voir les rouages se mettre en marche dans sa tête. Les calculs, les possibilités. Eh bien, si vous avez besoin d'aide, dit-elle avec une fausse modestie, Laurent et moi pouvons vous aider. Parler aux agents immobiliers, analyser les valeurs. Peut-être, ai-je répondu en me levant calmement. Mais je ne veux rien précipiter. J'ai besoin de réfléchir sereinement. Je suis sortie lentement de la cuisine, sans me retourner. Il savait qu'il avait tendu l'appât et qu'il avait mordu à l'hameçon. Ce même après-midi, pendant que Claire était sortie avec ses amis et que Laurent était à un autre entretien d'embauche, j'ai fait mon dernier geste. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Thierry Beaumont. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur autre chose », ai-je dit. « Et maintenant ? Je veux savoir d'où provient l'argent qu'elle a dépensé pendant ces 2 années. Chaque achat, chaque paiement, chaque virement. Pensez-vous qu'elle vous vole ? Je crois que j'ai besoin de savoir. » À l'autre bout du fil, un long silence s'installa. « Très bien, » finit par dire Thierry. « Je vais le découvrir. » Et 2 jours plus tard, il l'a découvert. Thierry est venu chez moi un jeudi après-midi, juste au moment où il savait que je serais seule. Il portait une nouvelle mallette, plus fine que les précédentes, mais dont le poids se faisait sentir avant même de l'ouvrir. « Nous avons trouvé des transactions sur les cartes de Claire, » commença-t-il en étalant des papiers sur la table, qui coïncident avec des dates précises. Il montra les relevés bancaires du doigt. « Regardez ça. Des meubles pour 42 000 €, des vêtements pour 23 000, une télévision pour 55 000,
Des bijoux fantaisie pour 18 000. J'ai regardé les papiers, sentant le sang me monter au visage. Tout ce qu'elle a apporté dans cette maison? Exactement, dit-il fermement. Mais le plus intéressant reste à venir. Thierry fit glisser son doigt le long d'une série de dates. Ces achats ont eu lieu 1 ou 2 jours après votre retrait d'espèces de votre compte. Comment savez-vous quand j'effectue des retraits? Ai-je demandé, perplexe. Mon enquêteur s'est entretenu avec votre directeur de banque. Compte tenu du risque de fraude, il nous a autorisés à consulter les relevés. Et nous avons constaté un schéma récurrent. Il m'a montré un graphique. D'un côté, les dates de mes retraits. En revanche, les achats de Claire Lefebvre. La différence était toujours d'1 ou 2 jours. Élise, où gardes-tu ton argent? Mon cœur s'est arrêté. Dans le coffre-fort de mon placard. Et c'est elle où il se trouve? La glace a glissé le long de mon dos. Oui. C'est derrière des cartons. Thierry me regarda avec ce regard familier, le regard de quelqu'un qui s'apprête à confirmer ce que nous ne voulons pas admettre. Alors, voyons cela de plus près. Nous sommes montés ensemble. Dans ma chambre, j'ai enlevé les cartons et j'ai sorti le coffre-fort en métal que je conservais depuis des années. Je l'ai ouvert avec la clé que je gardais toujours dans mon portefeuille. À l'intérieur, il aurait dû y avoir 150 000 €. Mes économies, mon argent pour la retraite et mes fonds d'urgence. J'ai commencé à compter les billets d'une main tremblante. 73 000 €. 67 000 € manquaient à l'appel. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré. Je le verrouille toujours. Thierry prit le coffre-fort et l'examina attentivement. Regardez ici, dit-il, en montrant de petites marques autour de la serrure. Elle a été forcée. Probablement avec un crochet. Et puis ils l'ont refermée pour dissimuler le vol. J'avais les jambes faibles. Je me suis assise sur le bord du lit. Elle me vole, dit-il d'une voix basse mais ferme. Elle me vole chez moi. Thierry acquiesça. Oui. Et maintenant nous avons tout ce qu'il nous faut. Faux, tentative de fraude et vol. C'est plus que suffisant pour passer à l'action. Mais j'ai secoué la tête. Pas encore. Il me regarda. Incrédule. Quoi? Élise, tu ne peux pas attendre. Pas encore, ai-je répété, cette fois froidement. J'ai senti quelque chose se durcir en moi, comme de l'acier. Si j'agis maintenant, elle se fera passer pour la victime. Elle pleurera, dira qu'il y a eu un malentendu, que j'ai tout autorisé. Et Laurent la croira. Thierry resta silencieux pendant quelques secondes. Alors, qu'avez-vous l'intention de faire? Je l'ai regardé et j'ai répondu calmement. Je veux qu'elle croie qu'elle a gagné, que son plan a fonctionné. Et quand elle sera confiante, quand elle pensera que tout est sous contrôle... J'ai marqué une pause. Nous refermerons le piège. Thierry me fixa du regard pendant de longues secondes. Êtes-vous sûr de ce que vous faites? Absolument. Il vous faudra des nerfs d'acier. Vous devrez faire semblant. Vivre sous le même toit qu'elle, sourire à celle qui vous vole tous les jours. Je sais, ai-je soufflé profondément. Consider. Et je vais devoir convaincre Laurent de la croire à nouveau. Mais c'est le seul moyen pour lui de voir qui elle est vraiment. Thierry se leva, son téléphone portable à la main. Alors on va faire les choses correctement. Mon enquêteur installera des caméras cachées dans toute la maison. Petites et discrètes, à des endroits stratégiques. Le salon, la cuisine, votre chambre. Est-ce légal? Absolument. Du moment que c'est votre propriété et que ça sert à recueillir des preuves d'un crime. Je suis resté silencieux. Je me suis dirigé vers la fenêtre. Dehors, l'olivier que Philippe et moi avions planté à la naissance de Laurent était maintenant immense, ses branches s'étendant comme des bras protégeant le jardin. Vas-y Thierry, installe les caméras, filme tout. Et qu'allez-vous faire? Demanda-t-il. Je me suis retournée lentement et j'ai répondu. Je vais lui offrir le plus beau cadeau qu'une escroc puisse recevoir. Et quel serait ce cadeau? Une victime apparemment vulnérable sur le point de commettre une erreur. Les jours suivants furent du pur théâtre. Je suis devenue la vieille femme distraite que Claire avait toujours voulu que je sois. J'ai commencé à oublier des choses, des noms, des dates, où j'avais laissé mes clés. Ah, ma tête! Disais-je en riant doucement, chaque fois qu'elle était dans les parages. Et je l'ai vue.
J'ai vu l'éclat dans ses yeux, la patience feinte, le mépris déguisé en pitié. J'ai commencé à laisser traîner des papiers oubliés sur la table, des relevés bancaires, des copies de mon ancien testament, des documents à mon nom. Un après-midi, alors que je faisais semblant de m'occuper du jardin, Claire est entrée dans ma chambre. Les caméras de Thierry ont tout enregistré. Ce soir-là, j'ai regardé l'enregistrement seul sur mon ordinateur portable. La voilà, en train de fouiller dans les tiroirs, de photographier mes documents, de sourire en elle-même comme si elle savourait une victoire. J'ai éprouvé du dégoût, mais aussi la satisfaction. Chaque seconde de cet enregistrement en était la preuve vivante. J'ai continué la partie. J'ai continué à jouer la comédie. « Ah, Claire !» dis-je un après-midi, tandis qu'elle faisait semblant de m'aider avec des papiers. « Dis, parfois, je pense à donner une procuration générale à Laurent pour qu'il puisse tout gérer. Je suis trop vieille pour toute cette bureaucratie. » Ses yeux s'illuminèrent. Son plan venait de prendre son envol. « Ce n'est pas une mauvaise idée, belle-mère, » répondit-il sur ce ton doux. Et c'est à ce moment-là que je l'ai découvert. Le piège fonctionnait. Elle y croyait. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais prêt à me battre moi aussi. « Comme ça, tu pourras te détendre, » dit Claire avec ce sourire qui dissimulait toujours plus qu'il n'en montrait. « Oui, peut-être, » ai-je répondu, laissant la phrase en suspens, ouverte comme une porte qu'elle pensait pouvoir franchir. Le même jour, l'une des caméras cachées a capturé quelque chose d'encore plus révélateur. Claire Lefebvre était au téléphone, marchant le long du balcon d'une voix basse mais ferme. Oui, la vieille femme cède. « Donnez-moi encore une semaine et j'aurai la procuration. »« Non, le fils est inutile. Il fait tout ce que je lui dis. 4 800 000. Oui, le même plan qu'à Avignon, mais cette fois, ça marchera. » La froideur de ces mots m'a glacée jusqu'aux os. Thierry avait raison. C'était son mode opératoire, perfectionné au fil des ans. La même arnaque, répétée avec une précision chirurgicale, ne changeant que l'adresse et le visage de la victime. Mais quelque chose me tracassait encore. Un fil ténu dans la trame des mensonges qu'il me fallait tirer. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Thierry Beaumont ce soir-là. « Thierry, j'ai besoin que tu enquêtes sur une dernière chose. » Dire. Son mari. Julien Dubois. Je veux que tu ailles le voir en personne. Montre-lui des photos de Laurent. Pourquoi? Parce que j'ai un pressentiment. Je veux savoir si elle a parlé de nous à quelqu'un. 3 jours plus tard, Thierry est revenu. Je ne lui avais jamais vu cette expression auparavant. Un mélange de colère et d'incrédulité. J'ai parlé avec Julien, commença-t-il. Je lui ai montré les photos de Laurent. Et savez-vous ce qu'il m'a dit? J'ai secoué la tête, incapable de respirer. Claire l'a contacté il y a 2 mois. Elle lui a demandé un prêt de 50 000 €. Elle a affirmé avoir une opportunité d'investissement, quelque chose qui rapporterait des profits rapides. « Laisse-moi deviner », ai-je murmuré. « Il y a cru. » « Oui, mais ce n'est pas tout. Elle s'est moquée de lui, et de vous tous. » Thierry prit une profonde inspiration avant de poursuivre. Selon lui, Claire aurait dit, et je cite, « J'ai trouvé un imbécile qui possède sa propre maison et une vieille femme sur le point de mourir. Dans quelques mois, j'aurai assez d'argent pour disparaître à nouveau. » J'ai ressenti un coup porté à mon âme. Non pas à cause de moi. Je savais déjà quel genre de serpent elle était. Mais pour Laurent, mon fils, cet homme qui travaillait 16, 18 heures par jour, qui s'est sacrifié pour subvenir aux besoins de cette femme, croyant avoir trouvé l'amour. Pour elle, il n'était rien d'autre qu'un idiot utile. Julien est prêt à témoigner, a poursuivi Thierry, pour confirmer qu'il est toujours marié à elle et pour relater tout ce qu'elle a dit. Parfait, ai-je répondu avec un calme que je ne me reconnaissais pas. Parce que c'est presque l'heure. Du temps pourquoi? Pour refermer le piège. Ce soir-là, je me suis installée devant mon ordinateur portable et j'ai tout revu. Chaque enregistrement, chaque image, chaque document. Vidéo de Claire en train de me voler. Enregistrement audio de leur conversation téléphonique, de leur rire, de la planification de la fraude. Documents falsifiés, relevés bancaires, témoignages de victimes précédentes.
acte notarié, preuve d'un mariage toujours valide. Tout était là, le puzzle complet. Mais le moment parfait manquait, le tournant, le coup de grâce qui ferait tout s'écrouler d'un coup. C'est alors que j'ai eu une idée. Un plan simple en théorie, mais brutal dans son exécution. La justice poétique, comme disait Thierry. Je vais donner à Claire exactement ce qu'elle veut, lui ai-je dit dans le café discret où nous nous sommes rencontrés, à l'abri des regards indiscrets. Cela semble dangereux. Oui, mais c'est le seul moyen pour elle de tomber toute seule. Je lui ai expliqué ce que je ferais. Vous contacterez l'ingénieur Étienne Moreau, celui qu'elle a présenté comme l'acheteur. Dites-lui que la propriétaire souhaite vendre et qu'il doit traiter directement avec elle. Thierry me regarda d'un air soupçonneux. Cela lui donnera plus de munitions. Exactement. J'ai souri. Je lui donnerai toute la corde du monde, et quand elle sera complètement prise au piège, je tirerai. Le sourire de Thierry était lent, presque fier. Tu es plus perspicace que je ne le pensais, Élise. La vie m'a appris à être. 2 jours plus tard, l'ingénieur Étienne appela Claire. Grâce aux caméras, j'ai entendu chaque mot. Madame Lefebvre, ici l'ingénieur Étienne Moreau. Monsieur Beaumont m'a donné vos coordonnées. Il m'a dit que le propriétaire de la maison est prêt à vendre. Ah oui, répondit-elle, exultante. Enfin, ma belle-mère a compris ce qui est le mieux pour tout le monde. Pouvons-nous programmer une deuxième visite? Demanda l'ingénieur. Cette fois-ci, je viendrai accompagné de mon architecte pour inspecter la structure. Bien sûr. Que diriez-vous de vendredi après-midi, quand ma belle-mère sera plus reposée? Plus reposée. Son code pour plus confuse. Excellent. À 4 heures. Lorsqu'elle a raccroché, elle a poussé un petit cri d'euphorie et a immédiatement appelé quelqu'un d'autre. Chérie, ça a marché. L'acheteur va revoir la maison. Non, ta mère n'y voit pas d'inconvénient. Je te le dis, elle commence déjà à céder. Il faut juste que tu la convainques aussi. Parle-lui gentiment. Dis-lui que c'est pour notre bien. Mon fils. Mon propre fils utilisé comme appât ultime. Ce soir-là, Laurent est entré dans ma chambre. Il frappa légèrement avant d'ouvrir la porte. « Maman, je peux te parler ?»« Bien sûr, mon fils. » J'ai refermé le livre que je faisais semblant de lire. Il était assis au bord du lit, les épaules voûtées, le regard perdu. « Claire m'a dit que tu envisageais de vendre la maison. » J'ai soupiré lentement, rejouant le rôle que j'avais répété tant de fois. « Ah oui, » murmurai-je en baissant les yeux. « J'y ai pensé, oui. » Et à ce moment-là, le piège commença à se refermer. « Je suis fatiguée, Laurent, » dis-je en fixant le vide. « Cette maison est trop lourde pour moi. Et vous deux, vous devez passer à autre chose. » Il fronça les sourcils. « Maman, tu n'es pas obligée de faire ça pour nous? » « Mais j'en ai envie. » ai-je menti d'une voix douce. J'ai pris sa main. Elle était froide et tremblante. « Tu es mon seul fils. Je veux te voir heureux, en paix, prendre un nouveau départ. Et si la vente de cette maison vous donne, à toi et à Claire, la chance d'avoir une vie meilleure. » Je laissai la phrase en suspens. J'ai vu le conflit dans ses yeux. Une partie de lui savait que cela n'avait aucun sens. Mais l'autre camp, celui qui croyait encore au mensonge de Claire, était en train de gagner. « Tu es sûre, maman? » »« Absolument. J'ai encore menti. »« Promets-moi juste une chose, » ai-je poursuivi en lui serrant la main. « Que tu utiliseras cet argent pour construire quelque chose de bien, pour repartir de zéro. » Laurent m'a serré dans ses bras, sincèrement, innocemment. « Je te le promets, maman. Je te promets qu'on fera tout correctement. » Quand il a quitté ma chambre, je me suis mordu la lèvre jusqu'au sang pour ne pas pleurer. Parce que mon fils, mon bon et naïf fils, n'avait aucune idée qu'il était la pièce manquante du jeu. Les jours suivants furent du pur théâtre. Je me suis transformée en le rôle que Claire voulait voir. La vieille femme confuse, fatiguée et oublieuse. J'ai commencé à buter sur mes propres phrases, à répéter les mêmes questions et à oublier les noms. Un après-midi, alors que nous étions seuls dans la cuisine, j'ai lâché la bombe parfaite. « Claire, » dit-il d'une voix tremblante, «
J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Bien sûr, belle-mère, répondit-elle d'un ton faussement doux qu'elle pensait convaincant. Allez-y. J'ai soupiré. Il y a tellement de papiers, tellement de choses à signer. La banque m'a appelé hier et je n'ai même pas compris ce qu'ils ont dit. Parfois, j'ai l'impression que mon cerveau ne fonctionne plus correctement. Claire s'approcha, arborant le masque de compassion qu'elle portait si bien. Ne vous inquiétez pas, belle-mère. C'est pour ça que Laurent et moi sommes là, pour prendre soin de vous. Je la regardais, les yeux embués de larmes, et une colère contenue bouillonnait en moi. Je me disais, peut-être devrais-je te donner une procuration pour que tu puisses t'occuper de tout. Tu es plus jeune, tu comprends mieux toute cette bureaucratie. Ses yeux s'illuminèrent comme si elle avait gagné au loto. Si vous le jugez nécessaire, je serai ravie de vous aider. Je ne veux tout simplement pas être un fardeau pour qui que ce soit. Claire me tenait les mains, froide, calculatrice, feignant la tendresse. Tu ne seras jamais un fardeau. Allons ensemble chez le notaire. Nous organiserons tout, absolument tout, pour que tu sois tranquille. Tu ferais ça pour moi? Ai-je demandé en feignant l'émotion. Bien sûr, belle-mère. Nous sommes de la famille. Famille. Ce mot me brûlait la gorge comme du poison. Alors allons-y demain, ai-je répondu. Nous réglerons tout. Ce soir-là, j'ai appelé Thierry Beaumont. Demain, elle va essayer de m'emmener chez un notaire. Lequel? Je ne sais pas, mais je parie que ce n'est pas un vrai. Ou alors, ce sera un notaire qui travaille avec elle. Et vous partez? Demanda-t-il, alarmé. J'y vais. Et je veux que tu viennes avec moi. J'ai besoin de preuves qu'elle a tenté de commettre une fraude. Il me faut des preuves écrites, documentées, irréfutables. Thierry hésita. D'accord, mais apportez un enregistreur. Je serai à quelques mètres de là, à observer. Le lendemain matin, Claire était radieuse. Comme c'est merveilleux que tu sois réveillée, belle-mère, s'exclama-t-elle, presque en sautillant de joie. J'ai déjà réussi à obtenir un rendez-vous à l'université. À 11h. Aussi vite? Le maître d'hôtel est très demandé. Nous avons eu de la chance qu'il ait pu nous trouver une table. Bien sûr. Parce qu'il n'était probablement même pas un vrai notaire. Je me suis habillée lentement, avec des mouvements lents et fatigués. Avant de partir, Thierry m'a remis une petite broche en argent. On dirait des bijoux fantaisie, a-t-il dit. Mais c'est un appareil photo et un enregistreur. Est-ce que ça me va bien comme ça? Ai-je demandé en montrant la broche sur le col de mon chemisier. C'est parfait, répondit Claire en souriant. Magnifique, belle-mère. Elle était loin de se douter que j'enregistrais mon propre piège. Nous sommes montés dans la voiture rouge, celle-là même que j'avais achetée en solde quelques mois auparavant. Elle conduisait calmement, fredonnant un air, comme si elle savourait l'instant de la victoire. À partir d'aujourd'hui, tout sera plus facile pour toi. Merci, ma fille, dit-elle, intentionnellement. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. J'ai vu son sourire s'élargir, empli de satisfaction. Elle y croyait. Le studio était situé dans un quartier dont je n'avais jamais entendu parler. Un vieux bâtiment, de la peinture qui s'écaille, des fenêtres rouillées. Nous sommes montés au 2e étage. Sur la porte, une plaque de métal usée, étude notariale Lemoine N.C. Maître Armand Lemoine, notaire, No 14. Nous sommes entrés. L'air était imprégné d'une odeur de moisi et de vieux papier. Un homme corpulent, vêtu d'un costume bon marché et arborant un sourire figé, nous a accueillis. Madame Lefebvre, c'est un plaisir. Entrez, je vous prie. Claire me serra le bras si fort que j'avais l'impression d'être un enfant désorienté. Je comprends que vous souhaitez accorder une procuration générale à Madame Claire Lefebvre, a déclaré le susdit Lemoine. C'est vrai, ai-je murmuré d'une voix hésitante. Je suis fatiguée. J'ai besoin d'aide. Parfait, dit-il en sortant des papiers d'un dossier. Voici le document, déjà prêt. Il ne vous reste plus qu'à le lire et à le signer. J'ai pris les pages et j'ai commencé à lire lentement, en plissant les yeux comme si j'avais des difficultés. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Une procuration complète, générale et sans restriction qui donnait à Claire le pouvoir de vendre,
d'hypothéquer ou de transférer tous mes biens. Tout est prêt? Ai-je demandé en feignant la surprise. Oui, répondit le faux notaire. Madame Claire m'a transmis toutes les informations au préalable. Ainsi, nous pourrons accélérer la procédure. Et c'est là, à cet instant précis, assis devant une table moisie avec 2 serpents prêts à mordre, que j'ai ressenti le calme le plus dangereux de toute ma vie. Le calme de quelqu'un qui sait déjà exactement comment l'histoire va se terminer. Vous savez, belle-mère, à votre âge, il vaut mieux ne pas vous fatiguer avec autant de complications, dit Claire en souriant avec cette douceur apprise par cœur. À mon âge, ce dont vous avez le plus besoin, c'est de considération, ai-je murmuré, laissant échapper légèrement l'ironie. Claire m'a serré le bras. Signez ici, belle-mère, et ici, et ici. J'ai pris le stylo. Je l'ai rapproché du papier, et je me suis arrêtée. Vous savez quoi? Dit-il en posant le stylo sur la table. Je pense qu'il vaut mieux y réfléchir encore un peu. L'atmosphère au bureau changea. La tension s'épaissit comme de la fumée. « Je suis désolée », s'empressa de dire Claire, la voix plus tendue qu'elle ne l'aurait voulu. « C'est une décision importante. » Peut-être devrais-je d'abord parler à Laurent, dis-je en feignant le doute. « Mais vous lui avez déjà parlé, belle-mère. Il est d'accord, » rétorqua-t-elle trop vite. J'ai incliné la tête, feignant la confusion. « Ah bon? Ai-je dit ça? Je ne m'en souviens pas. » « Hier soir, belle-mère. Vous avez déjà oublié? » Son ton monta légèrement, impatient. Le faux notaire, Armand Lemoine, intervint d'une voix douce, mais chargée de tension. « Madame Élise, je vous recommande de signer aujourd'hui. Ces procédures prennent beaucoup de temps à reprogrammer. » « Eh bien, je ne sais pas trop, » dis-je en passant mes mains dans mes cheveux. « J'ai la tête qui tourne, peut-être un autre jour. » « Non !» s'écria Claire avant de reprendre ses esprits. « Enfin, belle-mère, nous sommes déjà là. Le maître d'hôtel a eu la gentillesse de s'occuper de nous. Prenez le stylo et signez. C'est pour votre bien. Pour mon propre bien. » Cette phrase résonnait dans ma tête comme une menace. J'ai levé les yeux et je l'ai regardé droit dans les yeux, sans prétention, sans masque. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai laissé Claire Lefebvre voir quelque chose de réel en moi, de la force. Et pendant un instant, j'ai vu la peur apparaître dans ses yeux. Le faux notaire a tenté d'intervenir, mais j'étais déjà debout. « Tu sais quoi? Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille. Je ne me sens pas bien. Belle-mère, attendez. » Elle a essayé de me retenir. J'ai dit que je partais. Ma voix était ferme et perçante. J'ai traversé le couloir d'un pas déterminé, dévalant presque les escaliers en courant. Derrière moi, j'ai entendu le bruit des talons de Claire et sa voix angoissée qui m'appelait, mais je ne me suis pas arrêtée. Arrivé dans la rue, Thierry Beaumont était exactement là où il me l'avait promis, dans la voiture noire, à quelques mètres de là. Je suis montée, essoufflée. Démarrer la voiture. Il obéit sans hésiter. Dans le rétroviseur, je vis Claire sortir dans la rue, essoufflée, son téléphone portable à la main, essayant de dissimuler sa panique. « Vous avez tout enregistré ?» demanda Thierry. J'ai effleuré le fermoir de la broche sur mon chemisier. Chaque mot. Il hocha la tête. « Alors, c'est presque l'heure. »« Oui !» ai-je répondu, le cœur battant la chamade. Claire Lefebvre va bientôt rencontrer la véritable Élise Lefebvre. 3 jours se sont écoulés. 3 jours durant lesquels Claire a essayé de faire comme si de rien n'était. 3 jours de sourires forcés, de café préparé avec une douceur calculée et de questions chargées de venin déguisé en inquiétude. « Belle-mère, ça va ?» demanda-t-elle en souriant. J'étais inquiète ce jour-là à l'université. « Je vais parfaitement bien », ai-je répondu avec une neutralité chirurgicale. Je n'ai fourni aucune explication. Je n'ai offert aucune paix. J'ai offert le silence. Et le silence, ai-je découvert, était une arme plus tranchante que n'importe quel mot. Je la regardais se tortiller, essayant de comprendre si je me doutais de quelque chose, si elle devait changer de tactique, si elle devait accélérer l'attaque. Mais elle ignorait qu'il était déjà trop tard. Mercredi après-midi,
pendant qu'elle chuchotait au téléphone dans le salon, j'étais dans la chambre, au téléphone avec Thierry. « Le moment est venu, ai-je dit. Organiser le dîner de vendredi. » Élise. « Es-tu sûre? Après ça, il n'y a plus de retour en arrière. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de toute ma vie. » D'accord. Je vais contacter toutes les personnes concernées. Julien Dubois a-t-il confirmé sa présence? Confirmé. L'ingénieur Étienne Moreau l'est aussi. Il est un peu perplexe face à cette invitation, mais il comprendra tout vendredi. « Et Laurent ?» demanda Thierry. Je suis resté silencieux un instant. Il le découvrira en même temps que tout le monde. C'est la seule solution. Ça va faire mal. Je sais. Mais la douleur de la vérité vaut mieux que le confort du mensonge. Jeudi soir, pendant le dîner, j'ai jeté le dernier appât. « Laurent, Claire, commençai-je avec un sourire serein. Je voudrais organiser un dîner de famille demain. » Les deux échangèrent des regards surpris. « Dîner ?» demanda Laurent. « Oui. » J'y ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, et je pense qu'il est temps de clarifier certaines choses, de parler de l'avenir. J'ai regardé Claire droit dans les yeux. Je souhaite que nous invitions des personnes importantes à prendre des décisions ensemble, en famille. Son sourire réapparut, mais ses yeux trahissaient sa nervosité. Ça me va très bien, belle-mère. Qui aimerais-tu inviter? Mon avocat, Thierry Beaumont, l'ingénieur Étienne Moreau, l'acheteur que vous nous avez présenté, le notaire Armand Lemoine, pour nous accompagner dans les démarches administratives. Je fis une pause, laissant retomber la tension avant de terminer, et quelques autres personnes que j'ai déjà contactées. « D'autres personnes ?» demanda Laurent, perplexe. « Oui, chérie. Ils ont tous confirmé leur présence. »« Qui sont-ils » a-t-il insisté. Sourire. « C'est une surprise, mais je vous promets que, après-demain, tout sera limpide. » Claire tenta de dissimuler son malaise, mais une ombre d'incertitude traversa son visage. « Ça a l'air formidable, belle-mère, » dit-il en forçant un sourire. « Excellent. » J'ai levé mon verre de vin. « Le dîner sera à 7 heures. Habillez-vous bien. Ce sera une soirée inoubliable. » Et je n'imaginais pas à quel point ce mot, inoubliable, deviendrait prophétique. Vendredi matin, le ciel était clair et calme. Ironiquement, compte tenu de la tempête qui approchait. J'ai passé la matinée à cuisiner. J'ai tout préparé moi-même, le riz, les légumes rôtis, la salade provençale, les recettes préférées de Philippe, celles que je faisais quand la maison respirait encore l'amour. Alors que le parfum emplissait l'air, j'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Il restait 8 heures avant le dîner. 8 heures avant que la vérité n'éclate au beau milieu de la pièce. 8 heures avant que le masque de Claire ne tombe devant tout le monde. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'étais prêt. Claire m'observait depuis l'embrasure de la porte de la cuisine avec une expression suspicieuse. « Belle-mère, as-tu besoin d'aide ?»« Non, merci », ai-je répondu sans me retourner. « Je veux faire ça seule aujourd'hui. » Elle a insisté. « Mais c'est tellement de travail. J'aime cuisiner. » Cela me rappelle de meilleurs moments. À 5 heures de l'après-midi, j'ai commencé à ranger la salle à manger. J'ai retiré la belle vaisselle, les verres en cristal et les couverts en argent que Philippe et moi avions achetés pour notre 20e anniversaire de mariage. La table était impeccable, élégante, symétrique, solennelle. Un décor parfait pour le spectacle qui allait commencer. À 6 heures, j'ai pris un long bain et j'ai enfilé la robe bleu marine que je n'avais pas portée depuis les funérailles de Philippe. J'ai appliqué calmement mon maquillage, j'ai attaché mes cheveux en un chignon simple, et lorsque je me suis regardée dans le miroir, je n'ai pas vu une veuve lasse, mais une femme prête à se battre. Quand je suis descendue les escaliers, Laurent m'a regardée avec surprise. « Maman, tu es magnifique. » « Merci, mon fils. Aujourd'hui est un jour important. » Il m'a embrassée sur la joue, sans se rendre compte à quel point il avait raison. Claire est apparue quelques minutes plus tard. Robe rouge moulante, talons hauts, maquillage prononcé. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était. Une femme au bord de l'effondrement, essayant de dissimuler l'odeur de sa peur sous des paillettes.
À 7 heures précises, la sonnette retentit. « Je vais répondre », dit-il en prenant une profonde inspiration. L'air Thierry Beaumont. Costume impeccable, mallette en cuir à la main, expression sérieuse. « Prêt ?» demanda-t-il à voix basse. Plus que jamais. Nous sommes allés dans la salle à manger. Laurent et Claire étaient déjà assis. L'atmosphère était tendue, lourde, comme avant un orage. Immédiatement après, on frappa de nouveau à la porte. Il s'agissait de l'ingénieur Étienne Moreau. Il semblait perplexe, mais il était resté poli. « Madame Élise, merci pour l'invitation, même si je n'en ai pas bien compris le sens. »« Vous comprendrez, » ai-je répondu calmement. « Entrez, je vous en prie. » Je l'ai installé à table, face à Claire, qui l'observait comme pour évaluer une menace. La sonnette retentit à nouveau. Cette fois, celui qui est intervenu fut le notaire Bertrand Duval, le vrai notaire, le seul homme capable de mettre fin à la farce. « Merci pour l'invitation, donna Élise, » dit-il. Quand j'ai appris la situation, je n'ai pas pu refuser. Le sang s'est retiré du visage de Claire. Elle resta immobile. « Maman, que se passe-t-il » demanda Laurent, perplexe. « Hein, sois patient, mon fils, » ai-je répondu calmement. « Tu comprendras bientôt. » Et puis, le dernier invité est arrivé. Je suis allée moi-même à la porte, et quand je l'ai ouverte, il était là. Julien Dubois, le véritable mari de Claire. Il avait environ 42 ans, la peau brune et bronzée, et un visage fatigué mais honnête. Il portait un jean, une chemise propre, et avait l'air de quelqu'un venu chercher justice. « Merci d'avoir fait tout ce chemin, Julien, » dis-je. C'est la moindre des choses. Je l'ai conduit à la salle à manger. Quand Claire le vit, elle pâlit. Le sang s'est retiré de son visage. « Julien » balbutia-t-il. Laurent les regarda tour à tour, perplexe. « Qui est cet homme, maman ?» J'ai regardé mon fils attentivement. « Laurent, je veux te présenter Julien Dubois, le mari de Claire Lefebvre. » Le silence qui suivit fut absolu. On pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale. « Quoi ?» La voix de Laurent sortit tremblante, comme un cri étouffé. Claire a bondi. « C'est un malentendu. Je peux vous expliquer. »« Asseyez-vous. » Ma voix a fendu l'air comme une lame. Il y avait quelque chose dans mon ton qui la fit obéir. Je me tenais en bout de table. Tous les regards étaient tournés vers moi. Mais je n'ai vu qu'elle. « Ce dîner est consacré à la vérité, » ai-je commencé. Une vérité restée enfouie pendant 2 ans sous des mensonges, des manipulations et du chantage. « Maman, de quoi parles-tu » demanda Laurent perplexe. « Je vais te montrer, fiston. » J'ai fait signe à Thierry. Il ouvrit le dossier, sortit l'ordinateur portable et le connecta à un petit projecteur portable. La lumière bleue s'alluma et le silence envahit la pièce. « Allons regarder un film », ai-je annoncé. Le titre est « Claire Lefebvre, la femme qui a essayé de détruire notre famille ». J'ai appuyé sur lecture. La première image projetée était le certificat de mariage de Claire et Julien, daté du 14 mars 2017. Claire est légalement mariée, a-t-il déclaré, et elle n'a jamais divorcé. Je me suis tournée vers mon fils. Cela signifie, Laurent, que votre relation avec elle est illégale. Tu n'es pas le mari. Tu es l'amant. Laurent devint pâle. Il resta immobile, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. La séquence suivante montrait les relevés bancaires, près de 900 000 € de dette. Voilà pourquoi elle est là. Pas par amour, pour l'argent. Puis vint l'enregistrement audio. La voix de Claire résonna dans la pièce. La vieille femme cède. Le même plan qu'à Avignon. Cette fois, ça ne ratera pas. Ensuite, les vidéos. Claire est entrée dans ma chambre, fouillant dans les tiroirs, prenant des photos de documents, touchant au coffre-fort. Le coffre-fort qui protégeait autrefois ma sécurité. Elle m'a volé, ai-je poursuivi. 77 000 €. Et il a tenté de cambrioler ma maison en utilisant de faux documents, des signatures falsifiées, la fraude et la falsification publique. Chaque image représentait une blessure par arme blanche. Chaque élément de preuve, un verdict.
Laurent n'a pas bougé. Ses yeux étaient fixés sur le mur, tandis qu'il regardait son monde s'effondrer. Claire tenta de se lever, mais le notaire Duval parla d'une voix ferme. « Madame Lefebvre, je vous recommande de rester assise. J'ai déjà déposé plainte auprès du parquet. Un mandat d'arrêt est en cours d'émission. » Claire s'est effondrée sur sa chaise, pâle et sans voix. Mais le coup de grâce restait à venir. J'ai regardé Julien. « Monsieur Dubois, pourriez-vous nous dire ce qu'elle vous a dit lorsqu'elle vous a contacté il y a 2 mois ?» Il hocha la tête, la regardant avec à la fois mépris et pitié. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé un imbécile qui était propriétaire de sa maison et une vieille femme sur le point de mourir, et qu'il aurait bientôt assez d'argent pour disparaître à nouveau. Le silence se fit dans la pièce. Un silence qui n'était pas vide. C'était le poids de la vérité qui écrasait tout autour. Et tandis que Claire Lefebvre s'effondrait sous les yeux de tous, Laurent a finalement compris que la femme qui disait l'aimer, il avait creusé sa propre tombe, à l'intérieur même de la maison qu'il avait tenté de cambrioler. Le silence qui s'installa dans la pièce après ces mots était presque insupportable. La respiration de Laurent devint un son audible, rauque et lourd. Claire, pâle, cherchait dans l'air une explication qui n'existait plus. Et moi, debout en bout de table, je sentais mon cœur battre d'une sérénité que je n'avais pas connue depuis des années. Pendant 2 ans, cette femme m'a fait croire que j'étais faible. Mais à ce moment-là, j'ai compris. Je n'avais jamais été faible. J'étais juste fatiguée. Et maintenant, sous les yeux de tous, la vérité, ma vieille compagne silencieuse, prenait enfin forme. Laurent se leva, abasourdi. « Maman, ce n'est pas possible. » Sa voix tremblait, brisée. Je me suis tournée vers lui, avec tendresse et tristesse. « Mon fils, j'aimerais que ce ne soit pas vrai. J'aimerais que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Mais la vie nous oblige parfois à nous réveiller brutalement. » Il regarda Claire, les yeux embués de larmes. « Dites quelque chose. Dites-moi que c'est un mensonge. » Claire ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Des larmes commencèrent à couler, mais c'étaient des larmes de désespoir, non de regret. Elle regarda autour d'elle, cherchant une forme de complicité, mais ne trouva que des visages froids. Même Julien Dubois, l'homme qu'elle avait trahi, ne pouvait soutenir son regard. « Laurent, » murmura-t-elle, « je t'aime. J'ai fait tout ça pour nous. »« Pour nous ?» répéta-t-il, la voix brisée par le rire et les larmes. « Vous avez tout détruit. Ma maison, ma mère, ma foi en l'humanité. » Claire tenta de s'approcher, mais Laurent recula d'un pas. C'est à ce moment-là que le son des sirènes a empli l'air. Des lumières rouges se reflétaient sur les fenêtres et 2 policiers entrèrent par la porte principale, le mandat d'arrêt à la main. « Claire Lefebvre, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, faux et usage de faux, et tentative de détournement de biens. Vous avez le droit de garder le silence. » Elle m'a regardée, les yeux remplis de colère et d'impuissance. « Ce n'est pas fini, vieille dame. Vous allez le payer. » Souriez calmement. « Au contraire, ma chère. »« Ce n'est que le début, » ai-je répondu. Alors que les policiers lui passèrent les menottes, j'ai réalisé que la peur m'avait quittée. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pu respirer paisiblement. Laurent, cependant, s'est effondré. Il s'est assis à table et s'est couvert le visage de ses mains. Je me suis assise à côté de lui et je lui ai touché l'épaule. « Maman !» Sa voix était une lamentation. « Comment ai-je pu être aussi aveugle? Comment ai-je pu être aussi aveugle? » « Parce que tu aimes, mon fils. Et l'amour nous aveugle parfois. Mais ce qui compte, ce n'est pas l'erreur elle-même, c'est ce que vous faites ensuite. » Il leva les yeux, emplis de larmes, et je vis le même regard que Philippe avait lorsqu'il avait été profondément blessé. Ce regard d'un homme qui tente de se reconstruire après avoir tout perdu. « Elle a détruit ma vie, maman. »« Non, Laurent. » Je lui ai serré la main. Elle a essayé, mais elle n'a pas pu. De l'autre côté de la table, Thierry ferma son ordinateur portable et rassembla ses documents. Toutes les preuves ont déjà été transmises au parquet. Elle devra répondre de ses actes. « Merci Thierry, dit-elle, la voix brisée.
De ne pas avoir douté de moi quand tous les autres l'ont fait. Il sourit. Je n'ai jamais douté de toi. Tu as toujours été plus fort que tu ne le pensais. Les gyrophares rouges s'éloignèrent et le son des sirènes s'estompa au loin. La maison était enveloppée d'un silence étrange, pesant et pourtant libérateur. Nous sommes restés là, mon fils et moi, assis à la table qui avait été le théâtre de mensonges, désormais purifié par la vérité. Les cristaux scintillaient encore sous la douce lumière de la lampe. La porcelaine blanche reflétait des fragments de ce que nous étions autrefois, une famille brisée, mais vivante. Laurent se leva et regarda autour de lui. « Cette maison, commença-t-il d'une voix rauque, je pensais que ce n'était qu'un endroit. Mais maintenant je comprends. C'est la preuve de tout ce que tu as construit, maman. Et de tout cela, elle ne pourra jamais le détruire. » Les larmes ont fini par couler, et je l'ai serré dans mes bras. Je ne l'ai pas serré dans mes bras comme une mère qui pardonne, mais comme une femme qui a survécu. Cette maison est ton héritage, Laurent. Mais ce que je veux te laisser est plus précieux. La certitude que la dignité ne s'achète pas. Et que la vérité, aussi longue soit-elle, finit toujours par éclater. Il m'a serré fort dans ses bras, pleurant comme lorsqu'il était enfant. Et je l'ai laissé pleurer. Parce que parfois, pleurer est le seul moyen de recommencer. Ce soir-là, après le départ de tous, je me suis assise seule dans le jardin. L'air embaumait la terre humide et la justice fraîchement rendue. J'ai regardé l'olivier que Philippe et moi avions planté à la naissance de Laurent. Il était plus fort que jamais, plein de vie. Les feuilles ondulaient doucement, comme pour me dire « Tu as gagné ». J'ai pris les clés de la maison et je les ai posées sur la table du porche. Le clair de lune se reflétait sur eux et je repensais à tout ce que la maison avait enduré. Les rires, la douleur, les trahisons, les silences. Mais j'ai aussi pensé aux femmes qui m'ont précédée, ceux qui ont combattu en silence, ceux qui ont été plongés dans l'oubli. J'ai fermé les yeux et murmuré, comme en prière, « Je ne serai pas l'un d'eux ». Je me suis levée et je suis rentrée. Chaque pas était comme une victoire. Le plancher en bois grinçait sous mes pieds, mais il ne se plaignait plus. Il célébrait avec moi. Au mur du salon, toujours accroché, se trouvait la vieille photographie. Philippe et moi, souriants, couverts de peinture, le jour où nous avons terminé la construction de la maison. J'ai passé mes doigts sur le verre et j'ai murmuré « Elle a essayé de voler ce que nous avions construit ensemble, mon amour. Mais elle a oublié une chose. Ce qui est construit avec l'âme, nul ne peut l'enlever. » J'ai éteint les lumières et j'ai lentement monté les escaliers. Avant de fermer la porte de la chambre, j'ai jeté un dernier coup d'œil au couloir silencieux. Pour la première fois, il ne m'a pas paru vide. Cela semblait gratuit. Je me suis allongée sur le lit et je pouvais encore sentir l'eau de Cologne de Philippe sur le vieil oreiller. Sourire. La vérité avait un prix élevé, mais j'en avais payé le prix. Et maintenant, enfin, elle était toute à moi. Le lendemain, j'ai publié une simple note dans le journal local. Sous Élise Lefebvre. J'ai construit ma maison de mes propres mains et j'ai failli la perdre parce que j'ai trop fait confiance aux autres. Mais j'ai appris une chose. La justice peut être retardée, mais elle ne se tait jamais. Et tant qu'il y aura des femmes comme moi, aucun mensonge ne durera éternellement. J'ai plié le journal, je l'ai posé sur la table et j'ai versé mon café. Le soleil inondait la cuisine de lumière dorée, chaude et paisible. La même maison qui avait presque fini par devenir un tombeau était désormais le symbole d'un nouveau départ. Et j'ai enfin pu respirer. Je m'appelle Élise Lefebvre. Et cette maison est à moi. De droit. Par manque de courage. Et par amour. Si cette histoire vous a touché d'une quelconque manière, laissez un commentaire indiquant la ville ou le pays d'où vous la regardez. Votre participation est très importante pour nous. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochaines histoires. Chaque nouveau membre contribue à perpétuer ce combat pour la justice, le courage et la vérité.